Bonjour à tous. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2019. Je vous souhaite à tous de la réussite pour vos projets perso, votre business, pour que les startups, vous soyez vraiment en pleine croissance cette année, parce que c'est quand même l'objectif pour les startups du village. Donc voilà, on est très très heureux d'être là, on est très très heureux d'être là avec vous et toujours aussi nombreux et fidèles à ces événements. Donc c'est aussi donc la première session Start Meetup de l'année et c'est un moment un peu particulier pour nous parce que comme vous le savez, on a lancé notre programme Objectif Client, nouvelle offre du startup du village by CA à destination donc des startups de l'écosystème. Et donc on est très heureux d'accueillir notre première promotion qui a passé le portail au mois de décembre et qui donc va enclencher son programme là. D'ailleurs, ça a déjà démarré puisque certaines d'entre elles ont déjà commencé les diagnostics. Donc j'ai le plaisir, en fait, je vais demander aux startups qui ont été retenues de venir sur scène. Voilà, n'hésitez pas. Donc Afludine, Visiperf, Quartz, Netalis, H26. Venez, qu'on puisse vous voir. Je vous en prie. Non, il y a du monde. Voilà, venez. C'est un grand plaisir de vous accueillir en fait aujourd'hui. Et donc, cette première promotion, elle s'engage dans un programme de 6 mois et on a décidé de l'intituler la promotion Granvelle. Pour nous, c'était vraiment un nom qui faisait extrêmement sens puisque, comme vous le savez, Granvelle, c'est un ministre de Charles Quint qui a participé au rayonnement de la Franche-Comté dans la France entière et dans l'Europe. Et pour nous, c'était vraiment important et un beau symbole pour cette promotion qui, quelque part, de par ce qu'elle fait, participe à la valorisation des savoir-faire de Franche-Comté partout dans le monde. Et c'est bien notre objectif, c'est de faire connaître nos savoir-faire partout et ramener le meilleur ici, en Franche-Comté. Donc Damien, je te laisse dire un petit mot ou on présente les startups. Je pense qu'il faut mettre les startups à l'honneur. Donc on va commencer par... je vous laisse vous présenter, madame. Très bien. Bonjour à tous, je suis Marie-Cécile, je suis cofondatrice et conseillère scientifique de la société H26. Donc savez-vous quelle est la matière la plus abondante dans l'univers? Eh bien c'est l'hydrogène. Et dans 1 litre d'hydrogène, on stocke 3 fois plus d'énergie que dans 1 litre d'essence et 100 fois plus que dans une batterie lithium. Donc la société H26 démocratise cette énergie pour relever le défi climatique de notre siècle. Alors, notre marché, ce sont les générateurs autonomes de secours et sur site isolé, qui est dominé à 80% par des générateurs diesel. Ça représente un marché de 23 milliards de dollars. Et le groupe diesel a déjà une fin de cycle amorcée. Donc, nos générateurs hydrogène vous garantissent une énergie durable, sans bruit, sans CO2 et disponible. Notre équipe a été créée il y a un petit peu plus d'1 an. Elle est formée de 14 personnes, un chiffre d'affaires de 500 000 € avec un objectif à 1 million d'euros pour 2019. Et nous venons d'être distingués par l'ADEME pour notre dynamisme à l'export. Donc notre ambition, c'est de fournir de l'énergie 3D décarbonée, décentralisée et digitale. Donc, bonjour à tous, Fabrice Lallemand, moi je suis enseignant-chercheur à l'université, cofondateur de la société Afludine qu'on a créée en septembre 2016 avec 2 de mes collègues enseignants-chercheurs aussi. Donc pour faire suite en fait à ma collègue, nous nous inscrivons vraiment dans la transition écologique puisque, vous le savez bien, les sources pétrolières diminuent et que tous les grands pétroliers cherchent des alternatives justement à ces substituts du pétrole. Eh bien, il y a un produit sur lequel il y a peu de recherche, en tout cas actuellement, et donc peu d'alternatives, ce sont les lubrifiants. Aujourd'hui, si je vous dis le mot lubrifiant, vous allez soit rigoler, soit me dire finalement, c'est forcément un composé qui est huileux. Or, bien finalement, le cahier des charges qu'on pourrait donner à un lubrifiant, c'est de se dire finalement, s'il n'était pas huileux, c'est-à-dire qu'il ne nécessite plus de dégraissage pour la mise en forme de matériaux, pour le grand particulier, c'est-à-dire quand vous allez graisser votre vélo, si ma foi, la chaîne n'est pas huileuse, c'est quand même bien pratique. Et bien finalement, c'est ce que l'on a inventé avec nos collègues. C'est un lubrifiant qui ne se voit pas, qui lubrifie parfaitement et qui naturellement n'est pas issu du pétrole.
Pour conclure de tout ça, c'est que naturellement, on est chimiste, donc on essaye de développer des produits respectueux de l'environnement. Et après avoir été distingué en 2017 par le ministère de l'écologie, nous avons été lauréats du concours européen pour les produits respectueux de l'environnement. Donc nous sommes labellisés par l'Europe. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est qu'aujourd'hui, après une aventure qui était destinée aux industriels, eh bien, nous rentrons sur le marché des artisans, puisque les artisans, agriculteurs, coiffeurs et j'en passe, naturellement plombiers, ont besoin de lubrifiants. Et pour terminer, nous allons être présents dans les grandes surfaces dès le premier trimestre 2019 dans le GSB pour le grand public qui a besoin de lubrifier toutes ces applications. Voilà. Donc, je représente la société Quarks Safety, enfin Quarks Service. On édite un logiciel en ligne, un système SaaS qui s'appelle Quarks Safety et qui a vocation à gérer les risques chimiques. Donc c'est dans une dynamique évidemment de protection environnementale, mais la plupart du temps c'est quand même la protection des salariés dans les entreprises qui manipulent les produits chimiques. La chimie aujourd'hui c'est un vecteur d'innovation énorme pour la société partout dans le monde, utilisé dans tous les secteurs d'activité, comme même par les particuliers. Il y a des réglementations très strictes pour les professionnels, sauf que évidemment elles ne sont pas harmonisées dans le monde. Il y a des réglementations en France, en Suisse, aux États-Unis, en Chine. Voilà. D'ailleurs, la Chine avance très vite sur ces aspects de protection de l'environnement, protection des populations. Et donc, pour un industriel qui possède 300, 500, 1000, 10 000 produits chimiques dans son entreprise, c'est impossible de respecter toutes ces réglementations-là. Donc, nous, on a créé un logiciel qui permet de scanner toutes les fiches de données de sécurité automatiquement, voire de les télécharger automatiquement, et puis de faire une analyse des risques semi-automatisée pour vérifier que les salariés ne sont pas exposés, donc respecter les réglementations, vérifier qu'on n'en stocke pas trop pour que ça ne mette pas en danger les populations autour des usines. Et puis aussi, ça protège les consommateurs finaux potentiellement, parce qu'avec cette base de données qui a été constituée sur 300 000 substances chimiques, on arrive à indiquer à des fabricants d'articles, par exemple des fabricants de montres ou de briquets, voilà, ou de Tipex, si ils peuvent bien transporter leurs articles, leur faire passer des frontières, si leurs articles sont compliants avec les différentes réglementations dans le monde. Et c'est très important pour eux d'avoir l'information le plus tôt possible pour pouvoir adapter leurs articles, retirer les substances dangereuses, les substances CMR, les substances perturbatrices endocriniens, les réglementations qui vont venir sur les nanoparticules. Voilà. Donc du coup, on les aide là-dessus. Et puis aujourd'hui, au bout de 3 ans d'existence, on a quand même déjà 180 clients. Et puis on fait un chiffre d'affaires de 300 000, 350 000 euros déjà. Donc c'est plutôt un bon départ. Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez mon retard. Moi, j'invente une solution pour essayer de contourner les bouchons dans Besançon. Non, sans transition, je suis Nicolas Guillaume et je co-dirige Netalis, qui est un opérateur de télécommunications qui a pour seule ambition de racheter Orange et le Crédit Agricole pour créer ensuite une banque en ligne. Juste avant ça, on a essayé de créer un opérateur de télécommunications indépendant qui déploie son infrastructure. De temps en temps, vous voyez des gens qui déroulent des câbles partout dans la ville. Ça, c'est nous, en tout cas certains de nos sous-traitants. Parce que justement, on s'est dit que les grands opérateurs aujourd'hui n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de digitalisation des TPE, des PME, et notamment en termes de débit. Donc on a décidé de créer notre propre infrastructure, de créer nos propres offres pour mieux desservir à l'heure du cloud, donc de l'informatique hébergée, les entreprises, essentiellement locales, et puis on attaque progressivement différentes villes un peu partout en France, dont une petite ville qui s'appelle Paris. Netalis aussi a une innovation, c'est qu'on développe notre système d'information en interne, contrairement aux 4 grands opérateurs qui achètent du Salesforce, du SAP, des solutions très pénibles. Nous, on a décidé de tout faire maison, ici à Besançon, à Palente. Et donc, effectivement, au-delà de l'infrastructure, qui n'est pas extrêmement sexy à expliquer, on a par contre un gros volet logiciel, parce qu'on pense que les télécoms aujourd'hui sont en train de se virtualiser, de se digitaliser aussi. Et derrière l'infrastructure, c'est avant tout un métier maintenant de logiciel pour optimiser les coûts et donc fournir les meilleures solutions possibles aux entreprises de la TPE à l'ETI, ce qui est notre cible aujourd'hui. Je crois que j'ai respecté la minute pour une fois. C'est impeccable. On peut les applaudir. Bravo. Et puis on va souhaiter donc tout nouveau. Oui, Visiperf devait être représenté. Il est un peu en retard sur la route. Donc bon, finalement, tu n'étais pas le plus en retard, Nicolas. Et on présentera en fin de séance. Voilà, exactement.
Ok, donc on va souhaiter tout le succès à cette première promotion Grandval, on peut les applaudir. Et puis donc on va passer donc à la deuxième partie de notre événement, qui est donc le Start Meetup, le deuxième module de Start Meetup. Tu vas à l'envers. Non. Si. Voilà. Donc, écoute, Damien, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le contenu de ce module ? Oui, alors pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, le choix que nous avons fait cette saison sur les sujets et l'orientation qu'on a donnée à ces conférences, c'était de reprendre l'intégralité du cycle client et des interactions que vous pouvez avoir quand vous êtes un business en forte croissance, et même au-delà, je pense qu'il y aura quelques mots qui seront dits par Julien là-dessus, qui a un framework qui est très connu, qui s'appelle le framework AARRR, pour les initiales que vous pouvez voir affichées, et qui permettent en fait de voir finalement entre le premier contact entre un prospect et finalement un client qui paye pour votre solution, pour un ensemble de vos solutions, qui est à la fois content et qui vous recommande et qui crée une dynamique positive qui favorise justement la croissance de votre business. Ça permet de séquencer finalement l'ensemble de ces étapes-là et d'avoir des éléments de mesure précis qui permettent de voir à quel moment vous avez peut-être un manquement ou un décrochement, quelque chose qui fasse qui nécessite finalement des corrections. Et c'est un framework qui est très puissant. Et voilà. Donc aujourd'hui, on attaque le deuxième point des 5. On avait parlé d'acquisition la dernière fois. Aujourd'hui, c'est l'activation. Donc, ça va être très intéressant. C'est-à-dire, quelqu'un a interagi avec votre solution, est venu sur votre site internet, est venu de votre devanture de boutique, est venu à l'accueil de votre usine. Et bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans une interaction qui, normalement, conduit au fait que ça devienne un client. Donc, je n'en dévoile pas plus sur le sujet. Nos intervenants vont le faire bien mieux que moi. Et je vous demande de les accueillir sous vos applaudissements. Voilà, bienvenue à Julien Venturini et Jérémy Brunet. Merci à vous deux, merci au Crédit Agricole Village by CA de nous accueillir aujourd'hui pour cet événement passionnant, et j'espère que ce sera la même chose pour vous. On va essayer de faire en sorte en tout cas que vous vous endormiez pas, c'est le matin, on a une petite chance. Et puis non, c'est vraiment excellent d'être là. On s'est rencontrés il y a peu de temps finalement avec Damien et la structure locale de Village by CA, même si je connaissais déjà un petit peu avant. Et je trouve que la dynamique et l'intention du projet et donc de ce framework et l'objectif client que tu as mis en place et que vous avez mis en place au village est vraiment super. Et je pense que c'est une vraie opportunité pour les dirigeants de la région, et j'espère qu'effectivement ça va transformer et que vous allez un petit peu, j'espère, apprendre quelque chose ce matin et peut-être vous amuser. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin pour parler de l'activation et d'aller un peu plus loin dans ce framework ARC avec Julien. Pareil, première fois que je viens en Franche-Comté à Besançon, je suis ravi d'être ici. Et la découverte du village by CA, c'est une très bonne chose, j'imagine, pour la région. Je suis content de voir que l'amphithéâtre est bien rempli ce matin et que vous êtes nombreux à vous intéresser au sujet. C'est un sujet qui est très important. Et on va vraiment essayer de vous le faire comprendre ou l'expliquer le plus simplement possible, et vous laisser quelques temps en fin de matinée pour éventuellement poser toutes les questions que vous voudriez nous poser ce matin. En attendant le PowerPoint, on va peut-être commencer. Très rapidement, moi, je vais me présenter. Je suis Jérémy Brunet. Je suis le CPO d'AutomateMe. Je co-dirige donc cette société avec Medically. Ceux qui étaient présents la dernière présentation au premier Start Meetup, Mehdi était intervenu sur la problématique d'acquisition. C'est une start-up, une jeune start-up qui crée et automatise des workflows d'entreprise, que ce soit relié au domaine du marketing, de la comptabilité ou même du commercial. Et précédemment, j'ai cofondé une start-up qui s'appelait Peter et qui était dans le domaine de l'EdTech et qui était
un bot en fait, sur Messenger qui permettait de connecter les collégiens et lycéens entre eux pour qu'ils puissent réviser, faire leurs devoirs ensemble gratuitement. Merci Jérémy. Moi-même, Julien Venturini, donc je suis un entrepreneur. Alors je l'étais un peu plus dans la vraie vie avant d'être consultant, puisque j'ai monté une boîte en 2006-2007, un équipement dans les semi-conducteurs, donc ça parle peut-être pas à tout le monde. Une entreprise qu'on a vendue en 2011, début 2012. Et depuis cette époque, j'accompagne les dirigeants des projets de croissance, alors plutôt tech, parce que c'est un peu de là que je viens. Mais j'ai un peu quitté le semi-conducteur depuis. Et il y a quand même des belles opportunités en France pour accompagner de tels projets, que ce soit en business développement, voire en préparation de levée de fonds. Voilà. Du coup, on va enchaîner. Le format, il y a des slides, elles sont en support, vous pouvez les lire. En principe, on va essayer d'articuler notre discours en face de ce qu'il y a sur le mur. Et l'idée aussi, c'est de vous faire un petit peu interagir. Alors à la fin, il y aura une session de questions-réponses. Donc je vous encourage à intervenir, à poser des questions. Mais même pendant la séance, on essaiera aussi d'un peu de sonder pour voir si ce qu'on est en train de vous dire est un petit peu en ligne avec vos attentes, votre culture, et de voir comment ça peut résonner avec vous. Pourquoi ? Ouais. Donc on va essayer de définir l'activation. Donc Damien a un petit peu remis le contexte on peut appeler ça un entonnoir, AARRR, acquisition, activation, rétention, revenus et recommandations. Mais on va essayer aujourd'hui d'appuyer sur l'activation et d'un petit peu le définir. Donc ça, c'est un petit peu un rappel du schéma. Alors pourquoi un entonnoir ? Parce qu'en principe, on a quand même toujours plus de clients potentiels que de clients qui payent. Donc on va s'adresser à un marché vaste et puis on va essayer, au fur et à mesure qu'on progresse dans cet entonnoir, de pouvoir transformer un client acquis en un client activé en un client qui va de nouveau acheter, qui va finir par nous recommander. Et alors là, vous avez un schéma où vous avez le revenu en fin. Alors volontairement, on a mis des petits euros dès l'activation, parce que comme l'a souligné Damien tout à l'heure, finalement, on peut imaginer que c'est aussi la transformation d'un prospect qui était en acquisition en client. On va regarder, il y a des modèles numériques et Jérémy va nous expliquer un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai que moi j'ai plutôt une fibre B2B, on aura plus précisé en introduction, et toi plutôt une fibre B2C. Ouais. Et c'est assez complémentaire, vous allez voir, parce qu'il y a quand même des méthodos dans le B2C qui peuvent être utilisés en B2B. Et on l'encourage aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans un monde digital, et même si on est enterré dans une chaîne de valeur en B2B, faire appel à des outils de marketing digital et inspiré du B2C est extrêmement important si on veut rester compétitif. Donc là, c'est un modèle où il est présenté dans cet ordre-là, parce qu'à l'origine, il était comme ça. Ça vient des États-Unis, de quelqu'un qui s'appelle Dave McClure, qui est en fait le fondateur d'un accélérateur de start-up qui s'appelle 500 Startups, 500 Startups. Qui est donc un serial entrepreneur et qui a mis en place ce modèle, alors très adapté à des modèles digitaux, d'applications digitales et très adapté, ou site web plateforme, à des modèles freemium. Donc je pense que vous savez ce que c'est, c'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à un moment où finalement on dit il y a aussi une offre payante, maintenant que je suis bien installé dans le produit gratuit, je le trouve super. Il y a de la rétention, j'en ai même parlé aux autres, il y a du referral, il y a de la recommandation, eh bien je me mets avec un certain pourcentage de conversion à acheter le produit premium. Et c'est pour ça que le revenu vient en fin de cycle. Donc depuis, comme l'a souligné Damien en introduction, c'est un modèle qui est très puissant. Beaucoup de gens s'en sont emparés et on finit par faire un petit peu du jeu de taquin sur les 3 derniers R dans le modèle SaaS, Software as a Service, peut-être comme la société Quarks qu'on a vu tout à l'heure. Souvent, on va s'apercevoir que le revenu vient directement après l'activation et qu'on vient faire de la rétention et enfin du referral. Donc les 3 R sont interchangeables. Parfois, c'est le revenu qui est avant le referral et juste après la rétention. Ça va vraiment dépendre de votre business model, de votre industrie, bien sûr, et de votre position dans la chaîne de valeur de cette industrie. Et j'ai même envie de dire parfois de votre société, parce que parfois il y a une société qui est un petit peu en rupture, même dans son industrie.
Donc gardez en tête pour voir qu'il y a quand même un process a priori où il y a un client qui ne paye pas et puis on a envie qu'il paye et puis qu'il paye de plus en plus. Donc c'est quand même le principe de cet entonnoir. Vous verrez souvent le mot funnel dans la présentation, qui est la traduction du mot entonnoir, qui est très utilisé en vocabulaire marketing et vente. Je ne sais pas si tu veux commenter, Jérémy, sur... Oui, non, juste dire que l'acquisition et l'activation, ça restera toujours la première et la seconde étape. Et tu as raison de préciser que les 3 dernières étapes sont interchangeables. Le revenu pour arriver plus rapidement que prévu. La rétention restera quand même l'étape, on va dire, centrale, et c'est celle qui décidera de la vie ou de mort de votre startup, parce que sans rétention, c'est compliqué d'avoir un modèle. Et c'est vrai que moi, souvent, d'ailleurs, je vois souvent le revenu avant le referral, par exemple. Là, ce matin, c'est l'inverse, mais ça marche tout aussi bien selon l'entreprise, le type d'entreprise que vous dirigez. Tout à fait. D'ailleurs, peut-être une petite question pour vous. Alors déjà, ceux qui sont familiers ou qui ont déjà utilisé des outils d'activation, qui sont familiers avec le funnel AARRR et qui connaissent l'activation, pas forcément par cœur, mais qui non seulement en ont entendu parler, mais l'ont peut-être déjà utilisé. Est-ce que vous pouvez lever la main, juste pour savoir Ouais, donc quand même, il y a quand même un certain nombre. Ouais. C'est bien. Une petite, ouais, on dirait un tiers, un quart, un tiers. Et puis, qui est-ce qui est dans une activité B2B? Ok, pas mal. Et donc B2C, tous les autres? Non? Oui? Très peu de mains B2C. Non, Okay. plutôt une minorité de B2C, mais il y en a quand même. Okay. Non, c'est intéressant parce qu'on va voir que, on l'a dit tout à l'heure, c'est des méthodos qui viennent plutôt du B2C, hein, oui. a priori quand même. Oui. Mais qui sont applicables aussi au B2B. Il y a pas, voilà, parce que le digital, les entreprises de croissance ou de forte croissance qu'on a tous un peu à l'esprit, et bien sûr les GAFA en premier, hein, mais il y en a plein d'autres, sont plutôt des entreprises B2C qui ont réussi ces modèles de croissance ou d'hypercroissance grâce à ces modèles-là, parce qu'ils s'adressaient à une multitude. Et ils ont mis en place des méthodes pour mettre en rupture les chaînes de valeur, aller plus vite, etc. Et aujourd'hui, le B2B doit s'emparer de certains de ces outils et de ces méthodes, et on va voir que c'est tout à fait possible. Donc cette slide, elle montre quoi? En fait, elle dit que, on a dit, ça peut être effectivement la transformation d'un prospect en client, parce que dès l'activation, on va facturer. Donc là, il y a le petit euro entre parenthèses à côté de l'activation. Et dans des modèles plutôt B2C, on n'est pas forcément en train de facturer le client à l'activation. Non, absolument pas. C'est souvent confirmé que la première intention allait se concrétiser, par exemple, s'inscrire sur une liste d'attente. Est-ce que la personne est toujours intéressée quelques mois plus tard, des fois même une année plus tard? C'était le cas de Dropbox. C'est mis 18 mois quand même à livrer entre le moment où les gens s'inscrivaient sur la landing page pour dire je veux utiliser Dropbox et le moment où ces personnes-là pouvaient enfin télécharger Dropbox, l'installer sur leur ordinateur et commencer à tester le produit. Ça, par exemple, ça va être vraiment le moment de l'activation chez Dropbox. C'est le moment où on va télécharger, installer et poser son premier fichier sur son espace Dropbox. On verra l'exemple un peu plus tard concrètement. Mais ce n'est pas forcément compte tenu du revenu. Il y a des modèles qui commencent sans aucun modèle de revenu. Ça interviendra plus tard dans l'histoire de leur startup. Voilà, merci pour cette précision, parce que c'est vrai qu'en B2B, activer un client sans le facturer, on va voir que ça peut exister. On va voir aussi quand même qu'il y a quand même pas mal de modèles où même si on ne lui fait pas facturer l'offre globale qu'on souhaite lui vendre plus tard, on essaye de mettre un pied dans la porte avec un minimum de revenus pour l'activer. Alors l'activation dans le funnel, dans l'entonnoir AARRR, c'est une étape extrêmement importante, parce qu'on peut la voir comme à la fois une barrière à l'acquisition, oui, complètement, et un tremplin à ce qui va suivre. Absolument. L'effet barrière, pourquoi? Parce que vous pouvez faire la meilleure acquisition du monde. Si derrière vous activez un très faible taux de ces gens-là acquis, vous allez au-devant de grands problèmes, et c'est là que vous allez voir une barrière se dresser. Vous faites un gros sac, vous avez 100 000 utilisateurs que vous venez d'acquérir. Si vous n'avez qu'un seul %, ça fera que 1000 utilisateurs à la fin qui viendront tester votre service, qui seront considérés comme activés, qui passeront de lead, de piste à utilisateurs et qui commenceront à s'intéresser à votre produit. Une excellente activation, à contrario, pourra théoriquement, je dis bien théoriquement, mettre sur les bons rails en vue de la prochaine étape qui va être la rétention. Et ça devrait être un bon tremplin vers la pérennité, la possible pérennité de votre startup.
on verra là aussi que l'activation ne garantit pas une rétention toujours réussie, ou bien au contraire. C'est une étape obligatoire, surtout quand on a l'ambition de faire une belle start-up, une licorne, une billion ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas une garantie de succès non plus. Et il y a pas mal d'exemples en ce sens-là, où des startups, notamment aux États-Unis, c'est plus connu, faisaient des grosses phases d'activation et derrière se plantaient malgré après avoir levé auprès des meilleurs VC de la place de la Silicon Valley et des sommes absolument extravagantes. C'est très clair. Donc c'est effectivement une étape parmi d'autres. Les autres sont aussi importantes, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même un processus où elle a un impact sur ce qui va suivre. Alors on va peut-être mentionner aussi que ce funnel, c'est un processus, on va y revenir un petit peu à la fin et d'ailleurs tout au long de la présentation, le mot itération ou holistique, c'est-à-dire on va essayer d'avoir une vue globale sur l'ensemble de l'entonnoir, est extrêmement importante. Donc là, tu viens de le mentionner. Donc déjà, anticiper que ce qu'on fait là va peut-être nous permettre d'aller à la rétention ou directement derrière le revenu, mais d'aller voir s'il y a des étapes ultérieures, de voir si ce qu'on est déjà en train de mettre là, il n'y a pas le fameux effet papillon, c'est-à-dire que ce que je fais là, ça entraîne ça, sur l'étape suivante, ça entraîne ça, ah mince, je ne l'avais pas prévu. Donc d'essayer d'anticiper avec une certaine agilité, de voir les conséquences que ça va avoir en fin d'entonnoir, pour quand on vient itérer, donc ça c'est le deuxième mot-clé, la logistique, on vient itérer, on essaye, on teste. Je pense que vous avez peut-être entendu pour certains d'entre vous du Lean Startup, qui est très utilisé en modèle numérique. Carrément. Et vraiment, itérer, c'est le mot, et tu fais bien de le répéter, dans le sens où l'activation, c'est très rare que la première stratégie soit la bonne. Vous allez, on va dire, 95% des startups vont se planter sur l'étape de l'activation et vont devoir corriger touche par touche ou des fois carrément jeter le funnel entier à la poubelle et en recréer un nouveau pour aller chercher de meilleurs résultats au niveau de cette étape. C'est vraiment une étape où beaucoup de startups vont devoir tâtonner. Ça peut prendre très peu de temps, comme ça peut prendre des fois beaucoup, genre quelques années, avant de trouver le funnel parfait d'activation. Et ça peut changer complètement l'histoire de votre startup et vraiment valider toute la stratégie d'acquisition que vous avez mis en amont. L'activation, si vous préférez, va venir en aval de votre stratégie d'acquisition. C'est clair. D'acquisition. Donc bien voyager, être souple dans ce voyage au sein de l'entonnoir, ne pas se bloquer de façon incrémentale est clé pour éventuellement, comme tu l'as dit, pivoter et être sûr de ne pas s'enliser dans une ornière. Alors, ce qui est intéressant avec l'activation, c'est que effectivement, dans l'entonnoir, il y a différentes étapes et on va avoir des taux de transformation d'une étape à l'autre, de l'acquisition à l'activation, de l'activation à la rétention, etc. Et donc, on va mesurer la façon dont on progresse dans cet entonnoir. Et si possible, ces pourcentages sont le plus élevés possible. En fait, l'activation, c'est une étape clé, pour les raisons qu'on vient de dire, avec cet effet barrière et cet effet tremplin, mais aussi parce que c'est une des premières étapes où on peut mesurer un taux de transformation ou de conversion. Absolument. Donc et ça permet aussi de se confronter auprès de ces utilisateurs, enfin de ces néo-utilisateurs, puisqu'ils sont soit sur le point de le devenir, soit sur le point de s'écarter de votre startup. Et de revenir sur la proposition de valeur, ça va vraiment être l'objet central, on va dire, qui va valider ou pas une bonne activation. Si votre proposition de valeur est pas bonne dans sa lecture, si elle est illisible, si elle est trop complexe, si elle est parfois trop pompeuse, vous allez voir que votre activation va forcément dropper. Et un utilisateur va falloir savoir le convaincre avant même qu'il ait pu tester le produit. Et c'est là où la proposition de valeur est très importante. Si vous êtes capable de dire en 3-4 mots quel est le cœur de votre produit, pourquoi il est important, pourquoi il devrait être important pour le prospect qui s'apprête à télécharger votre produit, qui s'apprête à le tester gratuitement ou pas d'ailleurs, là vous allez pouvoir avancer sur une bonne phase d'activation et avoir des résultats assez probants. Mais il faut être très très vigilant là-dessus. D'ailleurs, tout le long de la présentation, la proposition de valeur, ça va faire partie ça va être un mot qui va être répété assez on va être un tout petit peu lourdingue avec la proposition de valeur, très parce que pour nous, c'est fondamentalement lié au succès de l'activation. Donc, et on va y revenir. Alors on a mis ce mot crash test du produit, parce que c'est un petit peu ça. Hein. Est-ce que notre proposition de valeur, elle a de la gueule ou pas? Est-ce que j'ai pas oublié un bras dans mon outil ou pas? Est-ce que ça a été quand même affûté? Alors au départ, c'est pour ça que c'est quand même un crash test. Il ne faut pas avoir peur de faire un crash test. Ça se crash. Oui. Mais si on le fait de façon agile, en ayant dépensé le moins d'argent possible, en essayant de limiter le nombre de fonctionnalités, etc. Bon, on revient sur le processus Lean Startup. Absolument. C'est extrêmement important. Carrément, c'est vraiment un crash test. Il n'y a rien de pire. Je pense que ça doit être la pire des morts pour une startup d'avoir fait une super phase d'acquisition
et de ne pas pouvoir activer derrière pour X raisons, et de ne pas pouvoir en fait présenter son produit ou son embryon de produit aux premiers utilisateurs. C'est vraiment le pire des cas, je pense, en termes de mort prématurée de start-up. Bon, comme on reviendra sur cette notion de proposition de valeur, c'est juste pour savoir, vous connaissez la notion de business model canvas, j'imagine. C'est un petit peu vous avez entendu parler du BMC? Levez la main ceux qui ont entendu parler du... Ouais, voilà, donc effectivement, au centre du canevas du modèle d'affaires, vous avez le produit avec sa proposition de valeur, donc qui discute avec tout le reste, avec les 8 autres cases du modèle d'affaires, mais il reste quand même au centre, hein, donc il ne faut jamais l'ignorer, évidemment. Donc, alors après, on dit, ok, donc on a un peu compris. On a vu que c'était quand même pas si simple que ça il faut rester agile sur la définition même de la notion d'activation, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut la mesurer et comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'elle est bonne, qu'elle est effective, que j'ai effectivement transformé un suspect en prospect ou un prospect en client, hein, suivant mon modèle d'affaires. Et donc on s'aperçoit que si on commence à s'intéresser aux meilleures pratiques, suivant les industries, eh bien, il y a une foule d'indicateurs de performance clés, ce qu'on appelle les KPI en anglais, Key Performance Indicator, et qu'on peut être vite perdu en disant moi, si je suis dans cette industrie-là, c'est quoi ma métrique? Qu'est-ce que je vais aller regarder? Ou qu'est-ce que je vais aller mesurer pour me rendre compte si mon activation est effective? Donc, je peux peut-être te laisser commenter sur ça. Oui, surtout, KPI. là, sur la partie B2C, on cite le taux de rebond, la durée de la session, le nombre de pages vues, j'utilise le produit plusieurs fois, etc. etc. Il faut savoir qu'il n'y a pas de règle générale. C'est des critères qui sont extrêmement atomiques. Chacun va avoir son critère selon le produit ou le service qu'il est en train de délivrer. On va le voir plus tard avec les Magic Numbers. On va citer 3-4 cas où ce sont des startups qui ont réussi en fait à définir quel était le moment, quel était le nombre d'actions nécessaires pour définitivement activer un lead et le convertir en utilisateur ou carrément en client. Et c'est vrai que d'une startup à une autre, pour l'un, ça va être voir X pages en X minutes ou X heures. Pour un autre, ça va être juste remplir un formulaire d'inscription et de créer un compte client, par exemple. C'est vraiment très, très atomique. Et il n'y a pas une vérité générale pour tout le monde. Il faut que chacun puisse vraiment se projeter dans son produit, dans ce qu'il a envie de délivrer auprès de chacun de ses clients, et de voir qu'est-ce que le client a besoin pour vraiment utiliser votre produit et vraiment avoir un avis sur ce que vous avez produit. Et c'est à partir de là, c'est ça qui définit l'activation. La rétention, ça viendra plus tard. Ça viendra, c'est l'UX dans l'usure du temps qui va faire ses preuves ou pas. Mais qu'est-ce qu'a besoin votre prospect pour véritablement utiliser au moins une fois votre produit pour qu'il le teste et qu'il ait un avis concret, un feedback, un réel feedback sur votre produit ou votre service. Tu as eu raison d'insister sur le au moins une fois, parce que chez certaines boîtes, c'est peut-être une fois, chez les autres, on va voir, c'est des chiffres beaucoup plus grands. Exactement. Ça va varier, c'est pour ça qu'on a mis des X dans ces chiffres. Et donc en B2B, on va retrouver aussi des meilleures pratiques, hein, suivant l'industrie, en B2B, pardon. Est-ce qu'une démo est payante? Est-ce que ça valide le fait qu'il est prêt à payer pour essayer mon produit, même s'il ne paye pas beaucoup par rapport au prix du produit final? Quelque part, ça peut être une définition d'activation. J'ai mis dans mon funnel, dans mon entonnoir de vente, un client de plus activé, ce qu'il accepte de donner rendez-vous avec le décideur, celui qui a les sous, avec l'acheteur ou avec le financier ou le directeur du site. Est-ce qu'il accepte une démo sur site? Est-ce qu'il valide à 100% les specs, même si on n'a pas encore forcément parlé de budget? Donc, suivant la façon dont mon business est organisé, ce que je vends, comment je suis enterré ou pas dans la chaîne de valeur de l'industrie, je vais avoir différentes métriques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des boîtes, alors souvent elles sont quand même plutôt digitales, qui ont des business models un petit peu plus de plateforme, qui sont sur les deux fronts. Une que vous connaissez bien, c'est Google. Évidemment, ils ont besoin d'acquérir du consommateur, de l'utilisateur sur le site web, puisque c'est à eux, et c'est le nombre d'utilisateurs sur Google qui vont vendre de la pub à des marques. Donc ils font du B2B et ils font du B2C. Donc leurs métriques, ils suivent les deux. Et donc il y a d'autres exemples, on y viendra un petit peu dans les business cases, et quand tu parleras un petit peu de ta précédente aventure, on pourra regarder un petit peu aussi ce modèle-là. Alors, le point commun, même si on voit, vous voyez, hein, les métriques sont quand même très variables, et on ne les a pas toutes listées, parce qu'on ne va pas vous assommer avec tout ça, c'est pour que vous ayez un petit peu une idée de
du vocabulaire et de certaines pratiques, mais il y en a plein d'autres. Mais il y a quand même des points communs. Et une façon de résumer, de dire, tiens, est-ce que j'ai activé mon client ? C'est que je sais que je suis en mesure de continuer à discuter avec lui. Lui, il a un désir de continuer à parler avec moi. Et il utilise mon produit. Il n'est peut-être pas encore payé, il a peut-être payé un peu, il a peut-être payé pas mal, j'attends d'avoir une rétention derrière, mais en tout cas, il utilise le produit. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, on l'a déjà dit, hein, les indicateurs clés vont dépendre de pas mal de paramètres, hein, le business model, l'industrie, la position dans la chaîne de valeur. Donc, tu en as un petit peu parlé en introduction, mais tu peux peut-être refaire un petit résumé sur effectivement le shuffling qui est... Absolument, absolument. Donc, l'activation, ça vient en deuxième position dans votre funnel, dans le funnel art. Toujours après l'acquisition, c'est ce qui va valider votre stratégie d'acquisition. Donc déjà, on part du principe que votre acquisition a été un minimum réussi, que vous avez des gens en amont à activer pour la suite, à convertir en clients ou en utilisateurs, selon votre modèle. Comme on l'a dit et on le répète encore une fois, après c'est une approche extrêmement holistique. Donc n'oubliez pas de toujours considérer l'ensemble du funnel, surtout pour les étapes qui vont intervenir après l'activation. Vous pouvez immédiatement faire du revenu avant même de vous poser la question de la rétention. C'est complètement possible. L'approche itérative, je le disais tout à l'heure, par expérience, l'activation, ça va être l'approche qui va demander le plus d'itérations, très clairement. L'acquisition aussi, hein, je dis pas le contraire, mais l'activation, vraiment, c'est là où vous allez être très pointueux dans votre funnel. Chaque détail va compter, parce que chaque détail que vous avez fixé va pouvoir vous faire gagner 5, 10, 15, 20 points sur vos résultats d'activation. Donc ça va être très important d'avoir toute une équipe qui va être très concernée par le sujet, qui va être prête à rapidement itérer, à délivrer pour pouvoir fixer le funnel d'activation, parce que c'est là où le moment charnière, le premier moment charnière de votre startup réside véritablement à cette étape-là de l'activation. Ouais, exactement. Et donc, on le répète aussi. Hein, donc là, c'est le schéma de base, hein, 2007 ou 2008. Mais oui. La plupart du temps aujourd'hui, dans des modèles hors freemium, on va se retrouver quand même avec le revenu un petit peu plus tôt. Et donc, oui, une métrique qui est quand même assez intéressante. Hein, c'est pas de nous, mais une activation est extrêmement intéressante, puisque une fois qu'on a passé à l'activation, voire à la rétention, on sait que ça coûte 5 à 25 fois moins cher que d'aller acquérir le client et de le mettre dans sa base de suspects ou de prospects. Donc en termes de ROI, c'est important de bien réussir cette étape. Complètement. Et de coût d'acquisition. On parlait des nombres magiques. Tout à l'heure, j'ai évoqué cet exemple-là. Donc c'est une KPI, c'est la KPI de l'activation. C'est, je pense, la KPI la plus compliquée à définir et à trouver. Il y a des boîtes, des fois, qui ne la trouveront jamais, qui arrivent néanmoins à activer parce qu'ils voient bien que leur funnel d'activation fonctionne bien, mais qui sont incapables en fait de poser un chiffre, une quantité sur le nombre d'actions qu'il a fallu faire aux côtés du prospect pour qu'il devienne un utilisateur ou un client. Le plus connu, c'est celui de Facebook. C'est un des premiers d'ailleurs à avoir trouvé son magic number. Facebook est sûr et certain qu'une piste sur Facebook devient un utilisateur s'il trouve 7 amis sur Facebook en l'espace de 10 jours. Et je vais m'arrêter 2 secondes. Je vous encourage tous à vous souvenir votre première interaction avec Facebook, la première fois que vous êtes inscrit sur Facebook. Moi, c'était il y a plus de 10 ans, je crois. La première semaine, la première expérience utilisateur que vous avez eue au moment de vous inscrire et de découvrir Facebook. Combien de temps ça vous a pris pour avoir 7 amis sur Facebook ? Moi, j'ai vérifié, j'ai fait l'historique, je me suis amusé à faire ça. Et j'ai eu 7 amis en l'espace, je crois, de 10 ou 12 minutes. Et à la fin de la première journée de Facebook, j'en ai déjà 35. Donc, vous voyez, c'est une KPI qui, à l'échelle de Facebook, et c'était en 2006, il me semble, qui aujourd'hui, à l'échelle de Facebook, est une KPI très facile à atteindre. Enfin, du moins, je le pense. 7 amis en 10 jours, ça laisse largement le temps de balbutier, de trouver ses repères et d'avoir 2-3 amis. Surtout que Facebook a développé un système où c'est quasiment pas vous qui allez demander vos premiers amis, c'est les autres qui sont notifiés de votre venue sur Facebook et qui vont vous envoyer des demandes d'amis. Donc vous n'avez plus qu'à accepter. C'est ça qui est encore plus merveilleux. Et ils sont quasiment sûrs à 100% de réussir leur activation. C'est un exemple très parlant parce que là, c'est vraiment le pinacle, on va dire, de ce qu'est une parfaite stratégie d'activation, tant pour moi. D'autres sociétés ont aussi trouvé leur magic number. Slack en fait partie. Slack, c'est très simple. Il suffit d'échanger 2000 messages dans un Slack
pour être sûr que vous avez bien testé le produit, que vous êtes devenu un utilisateur, que vous avez bien compris la valeur du produit. Et si le produit vous plaît, vous allez rester sur Slack. Si le produit ne vous plaît pas, vous avez tendance à le délaisser, à le quitter à terme. Et Slack ensuite mettra en marche une stratégie de Customer Success. Ils sont très forts là-dessus. Et d'ailleurs, Customer Success, c'est aussi une stratégie d'acquisition chez Slack. Ils ne font pas d'A/B testing. C'est des gens qui vont parler avec les utilisateurs pour leur convaincre d'aller télécharger Slack. Même s'ils doivent les accompagner pour envoyer les 2000 premiers messages, ils feront l'effort parce qu'ils savent qu'au bout de 2000 messages, vous allez être activé. Et donc, théoriquement, on serait autonome et un vrai utilisateur de Slack. Ce qui est intéressant dans ces deux chiffres, c'est qu'on voit que d'ailleurs c'est très variable. Dire ouais, je suis dans le numérique ou j'ai une plateforme de communication ou je fais du réseau social, etc. Et ce qui est aussi intéressant, donc c'est très variable. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de dire finalement une fois que cette métrique, on voit qu'on la connaît. Déjà, c'est génial. C'est un avantage incroyable. C'est un insight et un avantage incroyable. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer. Si Facebook avait été à 30 en une semaine ou à 200, ils n'en seraient peut-être pas là aujourd'hui, ou ils n'auraient peut-être pas fait l'IPO qu'ils ont fait à l'époque, etc. Donc le fait qu'ils aient réussi initialement à avoir ce produit avec cette fameuse proposition de valeur, c'est ça qui fait qu'ils ont réussi à faire cette métrique qui est quand même assez impressionnante. Absolument. C'est pas pour ça que Slack est mauvais, c'est-à-dire que c'est un autre usage, il y a un autre flux, peut-être que 2000 c'est déjà génial, mais c'est une métrique où ils se disent si on arrive à tomber à 1500, c'est peut-être que notre produit est tout d'un coup est meilleur, que la valeur perçue est meilleure, que notre proposition de valeur est meilleure. Donc c'est non seulement variable d'une entreprise à l'autre, même dans la même industrie, et bien sûr d'une industrie à l'autre, mais il peut aussi évoluer dans le temps pour dire, si j'active, j'ai compris au moment où j'activais, mais j'active pas suffisamment. Qu'est-ce que je peux faire pour descendre ce chiffre ou pour changer cette métrique ? Pensez aussi que le magic number, là typiquement ces deux exemples sont très parlants, ce sont des nombres qui vont partir de l'activation et qui vont même aller jusque sur l'étape de rétention. C'est un nombre vraiment clé où quand ça se passe selon cette métrique-là, si cette métrique est vérifiée, bien souvent, alors là on parle aussi de licornes, donc c'est des billions de dollars compagnie, mais regardez bien sur Slack par exemple, 93% des gens qui font les 2000 messages, la règle des 2000 messages, utilisent encore Slack aujourd'hui et deviennent des utilisateurs, on va dire, à vie de Slack. Pareil, même chose, même constat pour Facebook. Donc c'est vraiment une KPI qui va prendre sa source, on va dire, dans l'étape de l'activation et qui doit aller sur l'étape de rétention et vraiment transformer l'essai au niveau de la rétention. Donc c'est vraiment une KPI très importante et c'est pour ça que très peu de startups arrivent à la définir. Twitter et Dropbox en ont aussi. Là, c'est encore plus parlant. Quand on disait il faut au moins essayer une fois le produit, c'est le cas de Dropbox. Dropbox, il suffit de poser un fichier dans Dropbox pour être sûr et certain que le prospect est devenu un utilisateur. Là, il aura compris, à partir de ce moment-là, quelle est l'utilité de Dropbox, quelle est la proposition de valeur de Dropbox, et il aura un vrai aperçu du produit. Et c'est juste une seule action. Donc il y a vraiment l'activation. Quand on parle de less is more, quand on parle de réduire le funnel, c'est aussi très important de pouvoir activer quelqu'un avec le moins d'étapes possibles, avec le moins d'actions requises côté utilisateur. C'est là où vous allez chercher aussi la performance au niveau de cette étape-là. Pour Twitter, c'est au niveau du follow, quand vous avez follow 30 personnes sur Twitter, théoriquement, vous avez un bon aperçu du produit. Et vous êtes capable de dire si vous aimez ou vous n'aimez pas Twitter, est-ce que ça va vous devenir un produit, un service que vous allez utiliser assez régulièrement ou pas. Mais en tout cas, vous avez été activé, vous êtes devenu un utilisateur de Twitter. Reste à savoir la question de la rétention pour les mois et les années à venir. Est-ce qu'il y en a dans la salle, pour ceux qui la 10-15 personnes qui ont levé la main pour dire qu'ils avaient déjà travaillé un petit peu avec des outils d'activation, qui connaissent un petit peu, grosso modo, à X% près, la métrique et éventuellement un nombre qui s'appuie sur cette métrique? Ouais. Non. Tu nous as déjà présenté. Voilà. Donc nous chez Quark Safety, donc on gère des fiches de données de sécurité et le but du jeu c'est de montrer aux gens que quand ils mettent un fichier PDF dans le système, en fait ils n'ont plus de saisie à faire. Ils remplissent un logiciel juste en déposant des fichiers PDF. D'accord. Et donc à partir du moment où ils en ont déposé 3-4 dans le système, qu'ils ont vu que
des produits représentatifs de leur activité étaient bien digérés par le système et que ça leur donnait des indicateurs directs de danger et de façon de maîtriser ces dangers, je pense qu'ils ont compris le principe. Et, Ok. voilà. Donc vous, votre magic number, si on devait en définir un, ça serait par exemple de poser 3-4 fichiers sur votre service pour vraiment devenir utilisateur. C'est ça. Quoi. Ok. Mais pour être sûr qu'ils y arrivent, aujourd'hui, on leur met à disposition une plateforme de test où il y a déjà 7 fichiers Bien sûr. qui sont déjà intégrés, donc ils voient déjà le résultat même. Et voilà, s'ils en mettent un du coup en plus, ça fera 8 et donc on sera bon. Quoi. Ok, Voilà. très bien. Très bien. C'est un très bon exemple concret. Ouais. Donc là, on se rapproche super par concret. exemple du magic number Merci. de Dropbox. Dans votre cas, ça va être très similaire. Mais c'est intéressant aussi d'itérer là-dessus. Ça vous a pris combien de temps pour arriver à ce constat, à cette idée-là de vous dire il me faut pour activer mon client, genre qui au moins il pose une fiche ou un truc genre 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi. Vous trouvez un magic number. Et encore, vous n'en êtes pas sûr à 100%. Peut-être que ça va évoluer au fil du temps et tout ça. Donc c'est vraiment dire, quand on parle d'itération, c'est la moindre des choses parce que vous avez passé du temps, mais vraiment, vous avez tapé la tête contre les murs des fois. Il y a vraiment du boulot à faire là-dessus. Et c'est pas parce que vous avez mis en place un premier funnel, que vous avez un premier a priori, une première idée, qu'elle va forcément être la bonne. Et même si elle semble bonne, c'est bien à challenger et d'aller ajuster touche par touche pour voir si vous avez trouvé un poil meilleur. Et c'est comme ça que vous allez tirer sur la performance à ces étapes-là. En tout cas, c'est très intéressant votre cas. Super intéressant, ouais. Merci pour le témoignage. Et on a essayé de définir, et que vous l'avez vu que ce n'était pas forcément évident, même s'il y a quand même des points communs, et on arrive quand même à définir des choses communes à toutes les industries ou à toutes les boîtes. Et là, maintenant, on va essayer d'apercevoir, parce que là encore, il y a beaucoup de possibilités, de comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils, quels outils, des processus, comment on doit s'organiser en tant qu'entreprise pour activer. Donc là, on a essayé de décomposer finalement ce processus et de dire comment est-ce qu'on va s'y prendre avec deux gros blocs d'activité. Un bloc qui consiste à exécuter, c'est-à-dire je vais aller vers mon marché, je vais mettre un certain nombre d'outils en place pour aller délivrer ma proposition de valeur pour activer un peu plus fort, pour aller vers mon marché, mon pool de suspects ou de prospects pour les transformer en clients. Et puis, en parallèle, et ce n'est pas forcément l'un après l'autre, hein, c'est souvent en parallèle et itératif, je vais analyser ce qui se passe et je vais essayer de monitorer. Donc, les outils qui me permettent d'aller vers le marché, c'est un certain type d'outils, et les outils qui me permettent de mesurer et des outils d'aide à la décision, quelque part, pour aller changer les choses et être encore plus efficace dans mes outils de communication, eh bien, ce n'est pas forcément les mêmes outils. Alors, il y a des sociétés qui vous proposent des méthodes et des outils bundle unifiés, mais c'est quand même pas à l'intérieur de cette même marque, c'est quand même des outils différents. Je peux peut-être te laisser commenter effectivement un certain nombre d'outils avec lesquels toi tu es familier. Ouais, alors pour le B2C, il y en a un par exemple en termes d'analytics qui est très important. Il ne faut vraiment pas lésigner sur cette dépense-là. C'est des outils comme Mixpanel. Ça vous permet en fait de traquer l'activité de votre utilisateur, enfin de votre néo-utilisateur, et voir son comportement. Par exemple, si vous avez un site internet, où est-ce qu'il va cliquer, où est-ce qu'il va se perdre, où est-ce qu'il va prendre du temps, où il va bloquer sa session. Est-ce qu'il va prendre 30 secondes pour lire votre page d'accueil? Est-ce qu'il va rapidement la zapper? Où est-ce qu'il va cliquer? Où est-ce qu'il va naviguer? Ça permet aussi d'avoir un recul aussi sur l'UX que vous êtes en train de proposer à votre prospect ou à vos utilisateurs. Est-ce que votre UX, elle est bonne? Est-ce que vous avez appliqué un principe de design fondamental, selon moi en tout cas, qui est le less is more, c'est-à-dire de faire un funnel le plus court possible, en tout cas le plus étroit, pour éviter que votre prospect ou votre client se perdent en cliquant à droite, à gauche sur des options qui ne sont pas vraiment essentielles et qui vont un peu détériorer et rallonger surtout son expérience utilisateur. Il arrive sur certains sites, les pires, on va dire les sites de e-commerce, on a du mal par exemple à trouver son panier et à vouloir faire un check-out alors que ça fait 10 minutes qu'on est dessus et qu'on a envie d'acheter ce qu'on a mis dans le panier les 5 dernières minutes. Pareil, trouver un produit sur un catalogue, pour un site e-commerce, c'est des problèmes qui arrivent assez régulièrement dans les TPE et PME. Il y a des sites qui sont extrêmement mal faits, avec des barres de recherche très peu performantes. Et pour trouver un produit, c'est des fois la croix et la bannière. Ça, ce terme du X-là, c'est quelque chose qui va vraiment impacter votre activation et à terme votre rétention si, malgré une très mauvaise UX, la personne a trouvé le moyen, la force d'aller s'activer et devenir un utilisateur
du site internet. Mais c'est très important de bien se caler sur la value proposition. Ça, c'est même avant l'UX, de bien comprendre pourquoi on est ici, pourquoi on veut s'intéresser à ce service, comment on est arrivé là, pour ensuite prendre une décision de vouloir devenir un utilisateur ou pas. Et un funnel qui va être très court, très simple, avec très peu d'options, le mieux, c'est de ne pas proposer d'options, c'est de dire il faut tracer comme ça, et arriver à cette étape fatidique où le prospect va devenir un client ou un utilisateur, ça va être une garantie, une première garantie d'une activation réussie. Et des outils comme Xpanel, c'est des outils qui sont coûteux, je crois que c'est plus de $200 par mois ou quelque chose comme ça, mais ça va vous sauver tellement de temps si vous l'utilisez que c'est un bon investissement à faire et ça vous évitera de perdre du temps sur cette question d'activation et même plus tard par la suite sur la question de la rétention et de votre design de votre UX, de votre utilisation, de votre expérience utilisateur, excusez-moi. Ouais, ce qu'on peut préciser là, c'est que ces outils qui viennent peut-être au départ, évidemment, e-commerce ou B2C, plateforme web, web service, application mobile, on s'aperçoit quand même que de plus en plus, ils sont utilisés, bien sûr, les entreprises B2B, maintenant ont un site web, ont des processus de digitalisation, de numérisation, pas simplement dans leur processus interne, mais aussi dans leur processus externe et de vente et de marketing digital. Voilà, les outils que vous voyez à gauche de communication et la façon de les traquer, on va retrouver les mêmes outils. Hein, la boîte que tu as nommée, il y a une autre boîte qui s'appelle Tilki aussi, qui permet de traquer. Oui. Vous envoyez votre newsletter, vous voulez savoir si elle a été ouverte et lue, et par quel type de client, vous pouvez, avec ce genre d'outil, le savoir. Ça, c'est une information essentielle pour savoir si votre proposition de valeur elle est perçue dans le message du mailing par Mailchimp que vous avez lancé, et ça, quel que soit votre marché et quel que soit votre business. Donc il ne faut pas avoir peur parce qu'on vend une machine-outil à un industriel où on a l'impression qu'on est très très loin de ce que Facebook est ou qu'un site de e-commerce est, qu'on ne doit pas utiliser ces outils, et il faut au contraire les utiliser. On peut apprendre énormément de choses sur ses clients et sur la façon d'activer de façon plus efficace. Il ne faut pas se priver de learnings, tout simplement, que ce soit à cette étape, à la prochaine ou quoi que ce soit. Ne vous privez jamais de learnings parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment porter une autocritique sur votre produit, sur votre processus de produire un service, de le présenter, de le vendre. Les learnings, ça reste quand même la clé, on va dire, la clé de voûte de toutes vos stratégies. Donc si vous avez un produit onéreux ou pas qui peut vous apporter encore plus d'insights, prenez-le, analysez-le, au moins testez-le, au moins essayez-le une fois. Si vous convient pas, changez, passez à autre chose. En Analytics, par exemple, sur ceux qui travaillent par exemple sur des sites internet où l'UX va vraiment se passer sur un site web, que ce soit e-commerce ou autre, un très bon outil, c'est Heap Analytics, qui propose en fait des sortes de heat maps où on voit où les souris se baladent, où les actions se performent le plus régulièrement et le plus fréquemment sur votre site internet. C'est très important de le savoir, ce genre de choses. Savoir si la souris va se perdre dans des endroits de votre site internet qui ne sont pas intéressants, qui ne proposent pas de valeur et qui vont faire perdre du temps à votre utilisateur. Et si l'utilisateur perd du temps, ça va l'énerver et il ne va pas s'activer. Exactement. Et encore moins la rétention, là, ça sera absolument catastrophique. Donc n'hésitez pas à vraiment avoir des stratégies claires. Là, je vois A/B testing, par exemple. Juste pour info, l'A/B testing, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire en early stage, à part si vous avez fait un gros sac incroyable en termes d'acquisition, que vous avez des centaines de milliers d'utilisateurs. Ça nécessite en fait de pouvoir tester deux stratégies différentes d'activation ou de rétention, parce qu'on peut l'utiliser à peu près sur toutes les étapes du funnel art. Ça nécessite énormément de personnes, à minima deux poules, on va dire, de 20-50 000 utilisateurs de part et d'autre, et de voir quelle est la stratégie A ou la stratégie B, qui a le mieux fonctionné. Excusez-moi. Donc si vous êtes en early stage, c'est probablement quelque chose que vous ne pourrez pas vous permettre de faire. Mais ce n'est pas grave, après il y a plusieurs façons d'aller chercher de l'activation. Pensez à Slack, qui eux faisaient à l'humain en parlant directement avec leurs utilisateurs et qui les accompagnaient, qui les prenaient par la main jusqu'à qu'ils arrivent à leur magic number de 2000 messages, et après ils laissaient vivre leur vie d'utilisateur totalement indépendant. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des outils alors la communication, je pense que vous utilisez ces outils de communication. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans ces outils de communication qui sont là, hein, des livres blancs, des notes d'application, des webinars, des séminaires sur Internet? Est-ce que vous utilisez ça aujourd'hui? Levez la main, oui. Ouais.
Donc on voit qu'on pourrait peut-être en utiliser un petit peu plus. Et est-ce que sur la partie monitoring ou analyse, idem, ceux qui utilisent ces outils-là, ou même les autres, vous utilisez aussi des outils d'analyse, monitoring, pour savoir si des gens viennent sur votre site, si ils ouvrent votre newsletter, s'il y a un retour sur les campagnes, même ça peut être des campagnes de flyers dans un salon, et de savoir combien de personnes l'ont lu, vous ont écrit derrière. Est-ce que vous avez levé la main, ceux qui utilisent des outils d'analyse? Ouais, donc quand même 5-6. Ouais. Qui traque son acquisition, son activation, sa rétention? Qui a des outils pour traquer ça? Très honnêtement, levez la main. Ouais, 1, 2, 3. Ok. Est-ce que vous êtes content de ces outils aujourd'hui? Vous le faites parce qu'on vous a dit de le faire, ou vous avez du ROI, vous avez vu qu'il y avait des... Quelqu'un veut témoigner? Je ne vois pas qui parle parce que... Ah pardon. Attends, je monte. Vous avez un micro. Bonjour. Je disais juste qu'effectivement, on utilise ces outils, mais ça prend un petit peu de temps pour collecter assez de données et pouvoir les utiliser. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez de commencer et que vous pensez que vous n'avez pas encore suffisamment de données pour pouvoir en tirer une conclusion? D'accord. Donc là, pas de ROI par rapport au coût ressources humaines ou le coût de l'outil lui-même, pas de ROI encore très clair. D'accord. Bon, après, ça c'est normal aussi, le fait qu'il y a un petit temps à attendre. Je pense notamment quand vous avez commencé à faire vos premières cohortes, sachez que vous ne pouvez pas tirer d'enseignement immédiatement sur vos premières cohortes. Il faut attendre 8 à 12 semaines pour vraiment avoir la certitude que telle cohorte a fonctionné, les autres pas. Donc forcément, quand vous allez rentrer dans l'étape d'analytics, c'est pour ça qu'il faut brancher. On dit souvent, les serial entrepreneurs, ils ont ce discours-là en disant je suis en train de bootstrapper une boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est une landing page, ma proposition de valeur, je récupère les emails et après je branche Mixpanel et on voit dans 3 mois si je continue ou pas. Ça, les serial entrepreneurs, ils adorent faire ça. Et c'est pas pour rien qu'ils disent on va brancher Mixpanel, parce que ça leur permet day one de déjà constituer leur première cohorte. En disant en janvier, j'ai eu 100 personnes qui sont inscrites. En mars, j'ai 200 personnes qui sont inscrites. Donc déjà, à partir de mars, avril, mai, ils commencent à avoir les premiers indicateurs véritables de si les gens ont bien compris la proposition de valeur, si les gens sont prêts à utiliser leurs produits, à quel prix, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps en fait, pour monitorer l'activité que vous êtes en train de mettre en place, pour voir si votre produit est désiré par les prospects et les néo-utilisateurs, si votre proposition de valeur marche. C'est très important. Ouais. C'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a très peu de personnes dans la salle là qui utilisent de l'analytique, j'ai l'impression, pour traquer ne serait-ce que l'acquisition, qui est déjà la première étape du funnel et que vous devez être sûr et certain de savoir, vous pouvez me sortir un chiffre sans avoir à réfléchir, combien de personnes vous avez acquis, par exemple, ces 12 derniers mois. Et c'est des KPI qui doivent être gravés dans votre tête, qui doivent en quelque sorte vous obséder, comme doit vous obséder votre taux d'activation, vous devez le savoir. Donc c'est normal qu'il y ait un temps de latence au moment où vous allez brancher vos outils d'analytics, parce que l'analytics, elle n'est pas prédictive, elle se base sur du passé, sur de l'historique. Mais il faut le faire le plus rapidement possible pour que quand vous en allez avoir besoin, et vous allez vraiment avoir besoin d'insight, vous ayez déjà 4, 8, 12 semaines de recul avec des chiffres qui sont processés dans des outils qui sont faits pour ça, comme Mixpanel, et qui pourront vous donner des insights, des learnings qui seront très importants pour la suite. Non, merci pour cette précision et effectivement ces exemples. Très important de commencer tôt avec l'outil adapté. On commente ici dans la fin de ce slide, est-ce que j'utilise un outil gratuit ou payant? Bon, la plupart du temps, ça devient quand même payant. Ils ont des modèles démo avec Freemium, comme on disait tout à l'heure, mais il y a quand même un retour sur investissement. Combien de temps j'y consacre? Est-ce que je recrute quelqu'un pour ça? Est-ce que c'est ma personne marketing à qui je paye une formation? Est-ce que je sous-traite avec une agence qui est spécialisée? C'est toutes ces approches-là. Il faut se renseigner. Vous avez la chance d'avoir des écosystèmes dynamiques comme le Village by CA, avec des gens, d'autres boîtes qui ont des expériences sur ces pratiques-là. La chance de pouvoir aller sur Internet aussi, apprendre. La chance il y a énormément de chance sur Internet, des gens qui témoignent, il n'y a pas juste du push sur Google avec des choses payantes. Pensez aussi à vous inspirer des grands auteurs, on va dire, des startups. Je pense à Paul Graham, à Simon Sinek, ce genre de personnes. Peter Thiel aussi a écrit pas mal d'essais ou quoi que ce soit. C'est des gens que vous devez connaître. Si vous avez le mindset startup, c'est des gens que vous connaissez déjà, en fait, tout simplement.
Et je pense que c'est très important de s'imprégner de ce que ces gens ont pu dire, ce que ces gens ont pu écrire sur l'univers startup, parce qu'ils ont tous un mot à dire, notamment sur le framework art. Ils sont tous passés par là, ils ont tous vécu ce moment-là. Et ils vont vous donner des KPI, on va dire des sortes de goals, d'objectifs qu'il faut tout le temps avoir tout le long de votre vie, de votre startup. Comment il faut penser son produit. Qu'est-ce qu'une startup, tout simplement? Qu'est-ce qu'une startup? Une startup, c'est une entreprise qui fait 7% de croissance hebdomadaire. C'est ça une startup. C'est rien d'autre, selon Paul Graham. Mais si on n'est pas au courant de ce genre de choses, c'est compliqué ensuite de vraiment s'imprégner de chaque activation du framework et de se mettre en face de vrais objectifs et de pouvoir les traquer, d'aller les traquer, de se confronter à ce qu'on a fait. Et s'il n'y a pas assez d'analytics dans votre société, c'est que quelque part, ça traduit aussi qu'il y a un manque d'objectifs de votre société. Très clairement. Si on commence à regarder son taux de conversion, son taux d'activation, c'est parce qu'on sait où on veut arriver. On sait qu'on veut arriver à 90% d'activation et pas à 85, ni à 80, ni à 70. Mais par contre, on cherche aussi à le savoir. Parce que si on est à 70, il y a un problème, il faut aller chercher de l'activation. Ça me fait penser à une méthode, bon, c'est relié à l'activation bien sûr, mais qu'on appelle les OKR, Objective and Key Results. Vous avez sur Google, vous allez voir plein de choses là-dessus. Et effectivement, dans les objectifs, ça peut être ça, on se définit, on veut Absolument. obtenir ce KPI, on veut le passer de là à là, et quels sont les key results, comment je traque ça, et il y a plein d'outils qui vous aident à être meilleur là-dedans. Et donc, il ne faut pas se priver de ça. Et Non, bien au là, contraire. pour le coup, là, c'est gratuit Carrément. de se renseigner là-dessus. Donc ça, il faut le faire. Alors, vous avez bien vu, hein, c'est presque apparu en masqué, mais il y a encore le mot proposition de valeur sur ce slide. Value proposition. Et pourquoi? Parce que dans le contenu, tout ce que vous allez diffuser sur la gauche pour aller activer votre marché, qu'est-ce qu'il y a dedans? Théoriquement, il y a une proposition de valeur. Que ce soit dans votre newsletter, que ce soit dans un mail, que ce soit dans un flyer, que ce soit dans un white paper, où finalement, voilà, on fait du brand content dans un white paper. Donc, il y a votre proposition de valeur. Et si vous n'êtes pas encore convaincu de votre proposition de valeur, ou vos métriques d'activation ne sont pas suffisamment bonnes et que vous avez envie de pivoter légèrement votre proposition de valeur ou vos features de votre produit, n'hésitez pas à faire simple initialement. Si vous commencez votre business et que vous ne savez pas encore que votre proposition de valeur c'est ABC, que ça va cartonner, ou a priori vous pensez que c'est ça, vous n'en êtes pas sûr, ne faites pas ABC, DEF dans le même papier et dites regardez, je suis le meilleur du monde sur plein de trucs. Si vous allez confondre votre marché, vous risquez de ne pas pouvoir identifier ce sur quoi le client a une vraie valeur, il y a une vraie valeur pour le client, quelle est la valeur perçue, et vous risquez du coup de ne pas activer. Donc dans le travail de cette proposition de valeur, on y revient encore et encore, c'est extrêmement important de faire simple et d'itérer, et de continuer à tester et itérer. Bonne proposition de valeur, une phrase, 7-8 mots, ça devrait le faire. C'est vraiment plus court. Si c'est limpide, ça doit être court. Forcément, par définition, ça doit être très court. Donc si la personne arrive à lire une phrase de 7-8 mots et qu'elle comprend exactement de quoi vous êtes en train de parler, qu'est-ce que vous allez lui vendre, en principe, votre proposition de valeur n'est pas loin d'être bonne. Il va y avoir un petit slide derrière où on va revenir sur des outils un peu B2B, il y en a beaucoup. Là, ils sont légèrement nommés en fin de ce slide à droite. Les Customer Data Platforms, les Account-Based Management basés sur du marketing digital et de l'intelligence artificielle. On va voir que c'est des outils qui permettent à des sociétés qui, a priori, pensent ne pas être en mesure d'avoir un produit qui puisse devenir sexy par des canaux digitaux. Et qu'en fait, c'est des outils qui peuvent vous faire gagner un temps extraordinaire pour aller voir si entre segment 1, segment 2, segment 3 de marché à qui vous êtes censé vendre votre produit, ok, ils achètent tous un peu. Oh, lui, il a acheté un peu plus, mais est-ce que c'est un hasard ou pas? Donc, ces outils de digitalisation vous permettent, si vous avez un site web et que vous avez des outils qu'on a vus sur la gauche de communication pour aller vers votre marché, pour aller l'activer, qui sont mis en place, qui vont vous permettre d'avoir des niveaux d'intelligence pour récupérer les données, automatiser la récupération et l'analyse de ces données et vous faire des recommandations. Alors après, vous êtes le dirigeant, hein, vous êtes les seuls, ou le directeur marketing ou le directeur commercial, les seuls à pouvoir prendre une décision, de dire ce que me donne cet outil qui va interpréter la donnée de façon a priori intelligente. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou pas? Est-ce que c'est vraiment sur ce segment de marché avec cette proposition de valeur? Apparemment, il n'y a que ça qui a intéressé le client, ça ne l'intéressait pas. Bon.
mais c'est extrêmement utile. Vous allez pouvoir gagner un temps extraordinaire. Alors c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle ou de account-based marketing, en principe, on est déjà un peu installé sur les marchés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je ne sais pas s'il y a des PME déjà installées dans la salle, je pense qu'il y en a. Il y a des boîtes de plus de 30-50 personnes dans l'entreprise. Crédit Agricole peut-être? Non. Non, vous êtes quand même plutôt des TPE, start-up, tous, les dirigeants. Donc oui, après, effectivement, quand on commence, ça ne veut pas dire que quand on est 5 ou 10 personnes, on n'est déjà pas installé sur le marché, qu'on n'a pas déjà une base de données qui nous permet de faire tourner ces outils-là. Hein, donc il faut les avoir en tête, ça existe. Et en B2B, il ne faut surtout pas avoir peur de les utiliser. Ça peut vous faire décoller un segment de marché où vous pensez que vous avez quelque chose à faire, mais vous ne comprenez pas comment y arriver. Et ça, c'est des outils il y en a pléthore. Hein. Si vous tapez ces mots-clés sur Google, vous allez voir qu'il y en a. Alors, ces outils, en principe, donc ils vont faire de l'analyse, ils vont automatiser l'analyse dont on a parlé sur la partie droite du slide précédent. Et la matière et le contenu qui va en ressortir va théoriquement vous permettre de mieux cibler. Parce que finalement, activer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma proposition de valeur est mieux lue, ça veut dire que je me transforme de prospect en client, ça veut dire que je suis tombé sur le bon client. Et pour tomber sur le bon client, si j'arrive à mieux cibler, c'est lui que je vais intéresser et pas lui, je perds moins de temps. Et toutes les ressources que je mets en face pour arriver à activer ce client, eh bien, j'ai un pourcentage d'activation qui va augmenter. Donc ces outils vont vous permettre d'augmenter le pourcentage d'activation de façon significative et par le ciblage. Donc le ciblage, c'est un mot-clé qu'il faut avoir en tête. Comment est-ce que je parle mieux au marché qui a priori, et match avec ce que je sais faire aujourd'hui et ma proposition de valeur. Voilà. Alors oui, un petit slide sur la relation qu'on entretient avec le client. Pour ceux qui, vous êtes nombreux, hein, puisque c'est vraiment le canevas du modèle d'affaires, c'est quelque chose de très répandu aujourd'hui avec ces 9 blocs. Un des blocs, comme vous le savez, c'est la relation qu'on entretient avec le client. Et c'est effectivement quelque chose qui peut être très, très important dès le départ pour aller déclencher l'activation. Absolument. On peut déjà acquérir en fait en discutant avec son client. Encore faut-il que le client, enfin le prospect à cette étape-là puisse vous contacter assez facilement sur des plateformes qui sont prévues à cet effet. Il y a aussi là aussi plein de services qui vous proposent, par exemple, de mettre une petite fenêtre de chat en bas à droite de votre site et qui vous permet d'avoir un premier contact très sincère avec un lead qui potentiellement est tombé sur votre site et serait intéressé d'en savoir plus. Là, vous allez pouvoir mettre en place, par une méthode très humaine, par juste discuter avec les personnes, une méthode d'acquisition. Et l'activation ne déroge pas à cette règle non plus. Une personne qui est en difficulté, qui voudrait s'activer parce qu'elle a cru à votre proposition de valeur, c'est une personne qui a besoin d'aide, qu'il faut vraiment accompagner jusqu'à qu'elle soit activée et qu'elle devienne indépendante, autonome sur votre outil ou sur votre service. Mais c'est quelque chose que certaines boîtes ont capitalisé là-dessus et ont rayonné par ça. Slack, c'est le meilleur exemple, c'est vraiment la boîte par excellence qui a tout concentré sur le customer success, le care. Slack, en fait, a conçu son produit uniquement sur la base des feedbacks, ou presque sur la base des feedbacks de ses clients. Dès qu'un client avait un problème, c'était absolument tout l'effectif de Slack qui bossait sur ce problème. Et du coup, le néo-utilisateur ou l'utilisateur un peu plus confirmé voyait toute une société s'activer pour résoudre, parfois en quelques minutes, un problème qui lui semblait insurmontable. Mais quand vous avez cette expérience-là du côté utilisateur, forcément, vous avez un bon a priori sur la boîte que vous êtes en train d'utiliser, la boîte que vous avez contactée. Un bon customer support va aider soit à vous activer si ce n'est pas déjà fait, soit à vous retenir sur le service, à donner une seconde chance au produit. Un support, c'est fait pour régler les problèmes. S'il y a quelques bumps sur la route, c'est pas grave, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui puisse les réparer et vous dire c'est pas grave, la prochaine fois on fera un peu mieux. Les problèmes que tu as rencontrés aujourd'hui, tu ne les rencontreras plus demain. Et ça va vous permettre de vraiment faciliter l'onboarding, notamment l'onboarding au niveau de l'activation, grâce à cette relation client, à cette relation intime que vous allez devoir développer avec chacun de vos clients et de faire scaler ça aussi. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est faisable. C'est faisable de pouvoir être profondément en relation avec une relation sincère avec plusieurs milliers de personnes. L'intimité client, c'est vraiment ça. Donc, ça nous vient encore de l'autre côté de l'Atlantique, le customer intimacy, mais il
faut pas avoir peur de prononcer ce nom-là. Il faut être intime avec son client et effectivement, surtout au début, pour comprendre le plus vite possible ce qui n'a pas marché, s'il y a eu un couac, pourquoi, et au contraire ce qui a bien marché, et puis l'accompagner pour qu'il reste, pour qu'il s'active. Et si on n'est pas présent, si on n'est pas réactif, si on n'est pas proche, si on n'est pas agile, cet onboarding va mal se passer et l'activation ne va pas suivre. Donc ça, c'est très important. Quand on dit aussi varier les outils de communication, moi je l'ai vu aussi en B2B, c'est vachement important. Si vous allez dans une conférence, vous faites un peu de bruit, vous êtes conférencier invité, vous faites un talk sur un sujet qui vous est cher et puis ça fait un peu de branding, et que vous retéléphonez aux personnes qui ont vu votre talk ou que vous leur écrivez un mail ou que et même si vous ne les avez pas rencontrés sur la conférence de visu, ils vous ont vu. Bon, si vous passez à la télé, j'en ai beaucoup de startups, les incubateurs, les accélérateurs, avec la visibilité que ces structures d'accélération dans l'écosystème ont, vous permettent d'avoir accès aux médias aussi. C'est pas parce que vous passez à la télé que votre produit est bon et que vous allez vendre, mais en tout cas, le jour où vous allez voir un client B2B ou autre, ou même si en B2C par un autre canal de communication que par le canal dont on vient de parler, eh bien, il y a un croisement. Ah mais je l'ai déjà vu quelque part. Ah tiens. Donc on répète un petit peu l'exercice plutôt que de dire j'utilise un seul outil puis je bastonne, je lui fais que des emails, au bout du 100e email il va bien me répondre. Le loop email ça existe, ça marche aussi, hein, les loops de 5-6 emails, c'est des outils d'activation aussi. Mais 2 canaux c'est toujours mieux qu'un et souvent on arrive à activer dès qu'un client nous a vu sur 2 ou plus. Et ça, il faut l'avoir en tête. Pas hésiter à être proactif dans les canaux qui nous sont accessibles. Alors je sais que là sur Besançon dans l'écosystème, on a vu aussi sur les startups qui sont sélectionnées sur cette saison, il y avait des gens aussi qui venaient de l'université. Vous avez la chance d'avoir accès à ces canaux de communication, hein, les conférences ou les salons professionnels, etc. Quand c'est très technique, très technologique, on peut créer de l'awareness auprès de nos marchés grâce à ces canaux-là. Il faut vraiment le faire. Alors bon, c'est un petit peu une petite blague cette slide parce que finalement on se dit tiens mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cet entonnoir à l'envers, c'est pas possible ton truc, il y a moins de clients acquis, il y a plus de revenus. Non, c'est juste pour dire finalement ne pas rester enfermé dans ce côté incrémental que peut laisser éventuellement apparaître un entonnoir en disant je descends nécessairement donc je passe par toutes les étapes et elles sont dans cet ordre-là. Donc on l'a vu déjà, elles sont interchangeables, particulièrement pour les 3 R parce que acquisition, activation ça change pas. Oui. Mais ça veut aussi dire, est-ce que je peux jouer à saute-mouton? Est-ce que je peux, tout d'un coup, parce que ma proposition de valeur ou les outils que j'ai mis en place et le positionnement que j'ai pris dans la chaîne de valeur de mon industrie ou quel que soit, ou mon business model, je suis un petit peu innovant aussi là-dedans, mais encore une fois, je pense que la proposition de valeur est clé autour de ça, eh bien, je peux gagner du temps. Ça veut dire que je peux compresser un petit peu l'entonnoir et aller plus rapidement vers le revenu. Donc, on l'a vu, même des modèles d'affaires où le revenu vient avant, mais ça veut dire que ne pas hésiter à sortir un petit peu des états de fait ou de ce qu'on pense savoir sur des choses plus classiques dans notre industrie ou dans son modèle d'affaires pour essayer de raccourcir le temps jusqu'au revenu. Et ça, c'est parce qu'on l'a vu, hein, déjà la définition d'activation. Suivant les business models, on passe du suspect au prospect. Un prospect, c'est pas quelqu'un qui paye. On l'appelle client parce qu'il a déjà payé. Il y a des boîtes où même quand il paye une démo, c'est-à-dire une démo payante, on l'appelle pas encore client. Mais par contre, il est activé. Donc si vous voulez ça, ces définitions, elles sont très variables, hein, elles vont varier d'industrie à industrie. Chacun peut s'y approprier. D'avoir ce schéma-là en tête est toujours utile parce que la définition de client, on sait qu'elle peut varier. Ça peut être traitant un client, mais ne pas hésiter à jouer et à challenger l'entonnoir et de voir quels sont les outils et voir des micro-pivots, de refaire un brainstorm sur ma proposition de valeur ou sur mon business panel canvas pour aller plus vite vers les euros. Alors là, Jérémy, ça va être ton expérience, donc je vais te laisser la parole sur les prochains slides. Allez, parti. Donc, je vais parler de ma précédente start-up que j'ai cofondée, qui s'appelait Peter. Donc, comme je disais, Peter, c'était un service d'entraide destiné aux collégiens et lycéens, uniquement sur Messenger, pour qu'ils puissent faire leurs devoirs et réviser ensemble gratuitement. C'était un système de peer-to-peer learning, en quelque sorte. Il y avait un élève, par exemple, fort en maths, qui allait aider un autre élève qui était un peu moins fort en maths.
C'était vraiment sur ce modèle-là qu'on a commencé à construire le bot et à ouvrir le service. Donc ce qu'on a fait, pour arriver à ce modèle-là, en fait, on avait un précédent modèle qui était sur un modèle payant, truc très classique. On met les élèves d'un côté dans une marketplace, on met les tuteurs de l'autre. Les tuteurs, pour nous, c'était des étudiants post-bac, souvent L3, M1, M2, ce niveau-là d'études, donc bac plus 3, bac plus 5, qui avaient du temps libre et qui voulaient gagner 3 sous en aidant des collégiens, des lycéens dans leurs devoirs de physique, de français, de ce que vous voulez. Et ça ne marchait pas. On n'a pas réussi à vendre les abonnements, malgré que le pricing était très bon. On était à du 15 € par mois pour 5 heures de cours. Il faut savoir qu'Academia, c'est 17 € de l'heure. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrivait à atteindre les parents. On n'était qu'avec en relation directe avec les enfants, mais jamais avec les parents. Et on avait du mal à faire passer le message, à remonter la filière familiale en quelque sorte. Et un gamin de 12 ans qui est en 6e, il n'a pas de carte bleue, il n'a pas PayPal, il n'a rien de tout ça. Et on était sur une plateforme Messenger qui, à l'époque et encore aujourd'hui, n'est pas véritablement monétisée. C'est-à-dire que quand vous avez une application sur votre App Store ou Google Store, forcément, pour pouvoir accéder à l'App Store, il vous faut un compte. Et sur ce compte, pour pouvoir le créer, il faut rentrer des numéros de carte bleue. Et bien souvent, c'est ceux des parents qui sont rentrés. Donc après, les enfants peuvent acheter comme ça en rafale plein de jeux et tout ça, sans le dire. Et vous avez la bonne surprise à la fin du mois d'avoir dépensé 100 balles sur l'App Store et vous ne le saviez même pas. Et donc du coup, nous, on ne pouvait pas profiter de ça. Donc on a pivoté, on a fermé, on avait 1000 utilisateurs. Donc on avait proposé à ces 1000 utilisateurs en fait, de faire un essai gratuit de 30 minutes pour avoir un aperçu de Peter. Ils étaient mis en relation avec des tuteurs. Ces tuteurs, ils étaient payés, malgré que nous, de l'autre côté, on n'encaissait rien. Et à force de décaisser sans pouvoir encaisser quoi que ce soit, parce qu'on ne vendait pratiquement pas d'abonnement, on a arrêté, on a mis tout le monde dehors. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réitéré, on a reproposé notre proposition de valeur, qui était veux-tu faire tes devoirs sur Messenger avec Peter? Il n'y avait pas de gratuit, il n'y avait pas de trucs, enfin je sais pas, il y avait pas, c'était pas rapide, c'était pas gratuit, c'était juste sympa. On illustrait Peter, ça c'était très important. Peter ressemblait vachement à Peter Pan, donc il était très mignon, il était crayonné, il y avait un vrai effort graphique derrière, et on voulait montrer quelqu'un qui pouvait facilement devenir attachant auprès d'un élève, d'un collégien, voire même d'un lycéen, quelqu'un qui s'approchait de sa majorité. On a fait ça. Les gens s'inscrivaient, donc ils disaient oui, je veux accéder à Peter. On les mettait sur liste d'attente avec un ranking. Tu es mis 600e sur la liste d'attente. Malheureusement pour toi, seuls les premiers accéderont à Peter. On ne parlait même pas de bêta-test ou quoi que ce soit. C'était très radical. Mais par contre, tu peux arriver en tête de liste, à condition que tu partages Peter à tes amis, collégiens et lycéens uniquement, et que ces amis-là s'inscrivent à leur tour sur Peter. Et à chaque fois qu'ils étaient inscrits, on faisait gagner des places à la personne qui avait parrainé le nouvel entrant, le nouvel inscrit sur la liste d'attente. Du coup, la stratégie d'acquisition s'est mise en place comme ça, et en l'espace 10 jours, on a fait 385 000 utilisateurs acquis, enfin leads on va dire, donc que des gamins, collège et lycée, et qui toquaient à la porte en disant « je veux Peter, je veux faire mes devoirs sur Messenger ». Mais on n'avait pas de produit. Donc il fallait faire très rapidement un produit, c'est là qu'on est venu avec cette histoire de peer-to-peer learning. Très simplement pourquoi? Parce qu'on n'avait pas 1 € à mettre, donc on ne pouvait pas revendre des abonnements et encore moins faire payer, offrir 30 minutes gratuits d'essai et faire payer, des tuteurs de l'autre côté. Ça nous aurait coûté je sais pas, des centaines de milliers d'euros, quelque chose comme ça. Donc on ne pouvait pas le faire, on a dû développer très, très rapidement un produit gratuit, d'où le système d'entraide qui est venu, on va dire, un peu par défaut s'installer sur notre modèle pour Peter. Le premier funnel qu'on a fait, c'était en fait se décomposer en 3 parties. C'était un welcome message avec l'élève qui acceptait ou non l'invitation de Peter. Et vous allez voir ça, par exemple, c'est une première erreur, c'est une erreur de débutant. Si la personne s'est inscrite sur la liste d'attente et a fait un effort considérable pour arriver jusqu'en première position, il faut savoir que l'élève la plus hardcore a partagé à 156 amis, par exemple. C'est-à-dire qu'elle a spammé tous ses contacts Messenger. Il y a 156 d'entre eux qui sont inscrits sur Messenger. Et elle a fait ça en l'espace d'un week-end. Donc c'était quand même... faut vraiment aimer la proposition de valeur pour arriver à spammer tout le monde comme ça. Donc on redemandait une seconde fois au risque de se voir dire ben non, en fait, après 2 semaines, j'ai bien réfléchi, j'ai plus envie de faire mes devoirs sur Messenger. Première erreur. La deuxième chose qu'on demandait au niveau de l'inscription, c'était la classe, ça c'était obligatoire. On ne pouvait pas faire matcher un élève super fort en maths en 4e
avec un élève de terminale qui avait des problèmes en maths. Parce que sinon, niveau aide, ça n'allait pas aller bien loin. Donc on était obligé de caractériser chacun de nos utilisateurs par leur niveau scolaire. C'était une condition sine qua non. Et la localisation, pareil, on avait au début un algorithme qui n'était pas, on va dire, pas assez poussé. On demandait aux gens de se piner sur une map, donc de placer une petite épingle sur une map dans Messenger pour dire où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous vivez, et même on disait à la fin où se trouve votre collège ou votre lycée. Et le problème à cette étape-là, notamment à cette étape-là, notre taux d'activation il s'effondrait. Parce que c'était vécu comme une invasion de la vie privée en fait. Les gens ne voulaient pas donner cette information-là qui était très sensible pour eux. Et nous, on voulait vraiment, ça nous tenait à cœur de matcher au moins, ne serait-ce qu'au moins ça, des gens du même pays ensemble. De ne pas faire matcher, ça paraît stupide, mais un Belge avec un Français par exemple. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes éléments de langage. Ils n'ont pas les mêmes classes. Ça, c'est très important. En Belgique, ils ont, je ne sais plus, ils sont en 11e, et nous, c'est l'équivalent de la 5e ou la 4e. Ça donne lieu à des discussions où les gens ne se comprennent tout simplement pas. Et du coup, ça posait un vrai problème après en termes de qualité de l'expérience, et il fallait régler ça, et on n'avait trouvé que ce moyen-là de le régler. Du coup, on se retrouvait avec un résultat qui était environ de 30%, et si on faisait la projection sur ce qu'on avait acquis en amont, c'est-à-dire ces 385 000 personnes, on serait retrouvé à la fin avec juste 115 000 et quelques utilisateurs pré-rétention, évidemment. Ça ne veut pas dire que si on avait activé correctement, 30% c'est pas correct, mais si on avait fait que ces 30%-là, les 115 000 seraient restés ad vitam aeternam sur Peter. Ce qu'on a fait pour fixer ça, c'est le less is more, c'est-à-dire qu'on a essayé de réduire, de compacter un maximum ce funnel-là. Donc déjà, le welcome message, ciao, fini. Si tu t'es inscrit la première fois, c'est que oui, tu as compris la proposition de valeur. Le seul truc que je vais te dire, c'est salut, comment ça va, quelle est ta classe, direct. Je ne vais pas trop demander si tu veux, en effet, si tu confirmes vouloir aller sur Peter, t'inscrire sur Peter, devenir utilisateur de Peter. Pour nous, c'est acquis, on ne va pas se remettre en danger sur cette étape-là. La classe, condition sine qua non pour pouvoir caractériser les UX derrière. Et la localisation, on l'a enlevé, on a fait un vrai effort technique derrière pour construire un meilleur algorithme. Et on s'est servi de certaines variables sur Facebook. Facebook, par exemple, propose une variable qui vous permet de vous caractériser par votre langue et votre région. C'est-à-dire, vous pouvez être français, ça veut dire c'est les gens qui vivent en France métropolitaine. Vous pouvez être français-canadien, ça veut dire ce sont les Québécois, des personnes qui parlent français tous les jours, mais qui vivent au Québec. Français-belge, c'est les personnes qui vont parler français, les Wallons, mais qui sont localisés en Belgique. Et en utilisant cette nouvelle variable dans notre algorithme, on a pu réduire, on a pu carrément en fait, effacer cette demande de se localiser, de devoir se piner et de devoir se donner sa position exacte. Vous vous souvenez du ciblage? Exactement. Le fameux ciblage qu'on a nommé tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a itéré même sur cette localisation. Au début, on demandait où est-ce que tu habites. C'est creepy, comme ça on peut plus. Maintenant, quand j'y pense, je me dis c'était une sacrée bêtise de demander ça. Après, on a essayé d'affiner en disant ta ville. Mais même la ville, ça faisait peur. Alors on revenait à une base un peu plus scolaire en disant mais où est ton collège, où est ton lycée? Après tout, tu viens faire tes devoirs sur Messenger, c'est normal que je te demande dans quel collège, quel lycée tu es inscrit. Et même ça faisait peur, c'était une information qui jugeait déjà trop personnelle. Et on a pu s'en rendre compte aussi en faisant du Customer Success. Donc ça, c'est une partie sur laquelle j'ai été très fortement impliqué. Et quand je demandais à un utilisateur mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'as pas réussi à créer ton compte, 90% d'entre eux disaient non mais j'ai pas envie de te dire où j'habite ou quoi que ce soit. Ça fait trop peur. Et du coup, on a pu enlever cette dernière étape qui était extrêmement problématique, et de 30%, on est passé à un peu plus de 85%. Et si on refait la projection cette fois-ci sur les 385 000 qu'on avait acquis en amont, ça nous faisait 327 000 et des bourrettes en aval, post-activation et pré-rétention, ce qui est très important. Il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé jusqu'ici, on va le voir peut-être dans une salle de conclusion, c'est l'expérience utilisateur finalement. Oui, complètement. Je pense que ce que tu es en train de montrer en less is more. Je suis très à cheval là-dessus. Quand je disais le côté, les funnels, il faut des funnels les plus courts possibles et où il y ait le moins d'options possibles. C'est très important parce que vous allez contraindre implicitement votre utilisateur de suivre le fil rouge que vous avez mis en place. Et du coup, il ne va pas se sentir oppressé ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, si c'est bien fait, si vous faites de manière un peu rude et tout ça, peut-être que ça ne va pas lui plaire et il va quitter. Mais au moins, s'il bounce out, en quelque sorte, à un moment, à une étape, vous allez pouvoir le sortir de manière très simple en termes d'analytics. Vous allez pouvoir déconstruire le funnel. Si on reprend le premier funnel, on avait 3 étapes. Sur Facebook Analytics, on avait nos 3 étapes qui étaient mesurées.
Donc la première étape était à, on va dire, 90%. La deuxième ne posait absolument pas de problème, donc on n'avait aucune déperdition, on restait à 90%. Et la troisième, paf, on dropait, on arrivait à 30%. Et c'est dommage, on voyait bien que le problème principal résidait sur la troisième étape, il nous faisait perdre 60 points. Donc c'était énorme. Et on s'est rendu compte que même le welcome message, alors que les mecs ils étaient inscrits, ils avaient attendu 1 mois et demi avant de pouvoir accéder au service, et bien, il y en avait quand même 10% d'entre eux qui disaient non, en fait, je m'écarte, je passe mon tour. Ce qui est quand même aberrant quand on y pense. Donc le fait d'avoir éliminé ces deux étapes-là qui étaient critiques pour nous dans notre funnel d'activation a permis de monter de 55 points et d'avoir un très bon résultat, enfin ce que nous estimions comme étant un très bon résultat. On voulait arriver à plus de 70%. 85, c'était parfait. Donc c'est pour ça, plus vous allez faire un funnel complexe avec des options, plus l'utilisateur aura le choix, l'embarras du choix de s'égarer lors du funnel d'inscription et d'activation, et bien, plus vous allez en faire pâtir justement votre taux d'activation. Donc c'est très important d'être très strict là-dessus et de vraiment prôner le less is more sur ce genre d'étapes qui sont très précises. Donc moins vous en proposez, plus vous allez pouvoir servir le client. Pensez à ça. Et la partie analytique a dû être... Si tu avais mélangé tes 3 étapes en une, jamais tu te serais aperçu de laquelle ne fonctionnait pas. Absolument. Donc là, l'analytique a été très importante. Si tu ne fais pas le distinguo entre la première, seconde et troisième étape, tu ne sais pas où se trouve le point de rupture, là où ça coince. Donc c'est très important. Après, nous, l'avantage de Messenger, c'est que c'est une application, bien sûr, de messages. Et c'est très facile, en fait, de pointer, de dire la première étape de mon funnel, c'est ce template de message. Viendra la seconde étape de mon funnel, c'est ce template, et ainsi de suite. Donc c'était très facilement, on va dire, catégorisable et de pouvoir démarquer en fait chaque étape du funnel. Et c'est comme ça qu'on arrivait à voir ce déclin en fait dans la progression, dans le funnel, et on voyait que passer de 100% à 90, 90 puis 30. Ouais, donc c'est quand même un exemple super éloquent. Je crois que les chiffres sont assez impressionnants. Et en termes de coût, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé un seul euro pour arriver à ce résultat-là. Donc c'est même pas parce que Facebook Analytics, on a la chance, c'est un outil gratuit, comme peut l'être Google Analytics par exemple. Mais c'est vraiment, quand je parle d'itération, à l'époque on était les 3 cofondateurs de Peter, donc un CTO, le CEO et moi-même. On était les 3 à bosser là-dessus et c'était notre obsession quotidienne. C'est-à-dire qu'on a résolu ce problème en l'espace de 2 semaines environ, mais tous les jours on ne pensait qu'à ça. On ne parlait même pas de produits, du X, de tout ce qui se passait derrière, parce que ça ne servait à rien. Si les gens ne peuvent pas rentrer massivement sur Peter, s'activer massivement pour ensuite tester le produit, ce n'est pas les 3-4 gars qui sont passés entre les mailles du filet qui vont nous apporter des enseignements suffisants pour pouvoir après préparer la rétention. Mais de toute manière, on ne construit pas un produit si on a une très faible audience ou quoi que ce soit. On s'en fiche d'avoir une rétention sur un pool de 3 utilisateurs. Ça sert à quoi? Ça sert vraiment à rien. Donc il faut vraiment bien ficeler son étape d'acquisition, et ça pour nous ça s'est très bien passé, mais l'étape d'activation était un peu plus complexe et il a fallu itérer là-dessus. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions, itérez, n'hésitez pas à vous challenger, même si vous sentez qu'il y a du mieux dans ce que vous êtes en train de proposer sur cette étape-là, on peut toujours déjà aller chercher plus, ça c'est un premier point, et ça vous permettra aussi de rehausser peut-être un peu vos objectifs et de préparer le terrain pour des étapes à venir qui vont être, vous verrez au prochain talk, assez problématiques, notamment la rétention. Ouais, merci beaucoup Jérémy là, pour ce témoignage du vécu et avec des très beaux chiffres, très éloquents. Et puis effectivement, alors, on revient sur Facebook, Messenger Facebook. C'est vrai que Facebook, le business model de Facebook, donc c'est de la publicité, un peu comme Google. Le gros avantage de Facebook par rapport à Google, même si bon, les deux ne sont pas à plaindre, c'est que évidemment c'est le ciblage. Oui. Tous ces outils-là que Google a un petit peu plus de mal à mettre en place et qui peut, bon, c'est plus pour du B2C effectivement, parmi une population extrêmement diversifiée. C'est pour ça qu'ils multiplient les outils de ciblage pour aller mieux faire d'activation pour ceux qui utilisent Facebook pour faire de l'activation, et notamment si tu utilises Messenger au cœur de ton business model. Cette parenthèse-là nous emmène enfin sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au B2B, qui dit ouais, moi en B2B, ma machine-outil sur Facebook, effectivement. Mais vous avez vu, il y a des outils. Il y a des outils d'analytics, il y a des outils de ciblage, il y a des data platforms très bien articulés qui vous permettent de faire des choses presque aussi fines que Facebook sur des marchés qui sont beaucoup moins B2C. Ne pas les négliger.
On va terminer cette séance, puisque là, d'ici 5 minutes, pour laisser une petite séance de questions-réponses. J'espère que vous avez des questions. Avec d'autres business cases que je vais vous résumer assez rapidement, pour vous illustrer aussi la diversité des use cases et des business cases auxquels on peut être confronté quand on parle d'activation. On l'a dit en introduction, mais quand on les illustre par des cas réels. Donc là, je les ai répartis en 3 blocs, B2C plus B2B. Ça veut dire que ce sont des sociétés qui ont un modèle d'affaires, un peu de plateforme, qui sont obligées, pour réussir, de suivre ce qu'elles font en B2C et ce qu'elles font en B2B. Et la plupart du temps, dans ces modèles-là, elles monétisent, et donc ont un chiffre d'affaires et un revenu en B2B, grâce à une population B2C sur la plateforme. Alors le premier exemple, c'est un modèle que moi j'appelle l'activation par l'iceberg, l'effet de l'iceberg. C'est-à-dire que, in fine, je vais faire du revenu en B2B, assez massivement, mais pour créer de l'awareness auprès de ces acteurs qui font, eux, du B2C. Donc moi, je suis censé vendre en B2B2C. Mais voilà, je suis B2B. Pour créer de la conscience de mon produit et de l'attractivité, voilà, de faire en sorte que ma proposition de valeur soit mieux perçue, qui m'écoute un petit peu plus fort, parce que je suis tout petit, c'est des mastodontes. Ils m'ont déjà vu pitcher dans un accélérateur. J'ai déjà même été parfois dans une salle de réunion avec le directeur d'innovation qui m'a un peu regardé de loin, en me disant ouais, on va te recontacter. Bon. Et on rame et on se dit, mais pourtant, je pense que j'ai une proposition de valeur avec ces gens-là. Allez, paf, je fais une petite campagne de crowdfunding sur Kickstarter avec mon produit. Je ne vais pas le vendre à lui, je vais le vendre directement au consommateur, qui est le client de mon client, et je vais voir ce que ça fait. Donc j'articule, je fais du marketing digital, j'utilise tous les outils dont on a parlé, je regarde ce que ça donne, et je crée de l'awareness, je passe à la télé. Tout le monde me catégorise B2C, alors qu'au niveau de mon business model, pas du tout. Donc j'en vends un petit peu quand même, en direct au consommateur. Justement, l'activation, à ne pas confondre avec la rétention. On dit qu'une bonne activation, et c'est vrai, c'est un très bon tremplin vers une phase de rétention qui pourrait être successful. Il y a aussi des contre-exemples, et j'en ai sélectionné un parce que je trouve qu'il est très parlant, et c'était une très très grosse start-up aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelait Yikia, qui était une application, vous connaissez peut-être Askip, Sarah. Aujourd'hui, c'est les nouvelles applications de Anonymous Messaging, c'est-à-dire que vous pouvez balancer une sorte comme un tweet ou une question à vos amis de manière anonyme, et celle-ci, l'utilisateur est libre ou pas d'y répondre. Mais ça vous permet d'interpeller en fait des gens comme ça, que vous connaissez plus ou moins, pour leur poser des questions, en apprendre un peu plus sur eux. Ces trends-là de messaging Anonymous est né aux États-Unis en 2014-2015 avec des boîtes comme Secret, Formspring et donc Yikiak. Yikiak, c'était exactement la même chose, sauf que c'était appliqué sur les campus universitaires. Gossip Girl, en fait. Voilà. C'est Gossip Girl dans une app. C'était clairement ça. Si vous saviez le dernier, vous voulez poser une question à un élève, vous voulez raconter quelque chose à propos d'un élève, vous voulez raconter quelque chose d'intime, mais pas révéler votre identité parce que ça vous gênait, vous utilisez Yikiak pour pouvoir le partager, ce que vous aviez à partager. Cette application-là a connu un énorme succès en termes d'acquisition et surtout d'activation, puisqu'ils ont quand même réussi à activer jusqu'à 4 millions d'utilisateurs. Donc ils avaient un vrai pool. Ils avaient une valo qui était montée, je crois, à 400 millions quand même. Et ils avaient levé en tout et pour tout 73,5 millions de dollars. Ce qui est très important, c'est qu'ils ont terminé sur une série B de 62, donc un tour de table assez conséquent. Mais surtout avec Sequoia Capital, qui fait partie du top 3 des VC dans le monde, avec Index et Anderson et Horowitz. On va dire que c'est vraiment les trois leaders dans la Silicon Valley. Donc c'était des signaux très forts d'une app prometteuse, d'une app qui savait où elle allait, qui savait surtout délivrer, puisque Sequoia, en théorie, ne met pas 62 millions sur la table en série B pour les paumer 10 mois plus tard. Mais c'est ça qui s'est passé malheureusement pour eux. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que justement, ils ont eu une très faible rétention. Et ils ont eu une très faible rétention parce que leur produit, la proposition de valeur, n'a pas vraiment été comprise par ces utilisateurs, ou les utilisateurs n'ont pas vraiment porté attention à la proposition de valeur, puisque la plateforme est devenue une sorte de sanctuaire de messages haineux, de délation, de plein de choses vraiment très négatives, où ça s'est tourné, ça s'est véritablement tourné en Gossip Girl, c'est-à-dire une boîte à ragots, campus par campus. Et c'est vrai que les gens avaient du mal
à donner de la valeur à ça, puisque c'était très négatif. Chaque fois qu'ils disaient des choses, c'était juste pour dire qu'un tel était ci et qu'un autre était ça. Donc, il n'y avait plus aucune valeur à aller consulter Yikyak. Ils ont fait un pivot très important et qui a fini de tuer la boîte, c'est qu'ils ont interdit le côté anonyme de Yikyak. Donc du jour au lendemain, tout le monde devait dire qui était, qui se cachait derrière les messages, ce qui n'a pas plu. Il y en a certains qui ont carrément quitté le produit parce qu'ils avaient tellement posté de choses horribles qu'ils ne voulaient pas dire c'était moi en fait qui a dit ça à propos d'un tel et d'un tel. Il y en a quelques-uns qui ont quand même tenté le coup, mais pas assez. Donc là, en termes d'activation, de seconde activation, après le pivot, ça commence à s'effondrer. Et c'est pas pour autant que ça a fixé la rétention derrière. Du coup, Yikyak a disparu comme ça. Donc, il faut bien faire attention. L'activation, elle peut être successful, c'est très bien, mais c'est juste la première étape en fait pour aller voir si vous n'allez pas mourir un peu plus loin au niveau de la rétention ou autre quoi. Donc, il faut être très très vigilant là-dessus. C'est une première barrière à lever, elle est importante, mais c'est pas un succès en soi. C'est pas un succès en soi, tout simplement. Non, mais c'est un très bon exemple pour terminer sur l'approche holistique. On l'a déjà dit, mais c'est notre dernier slide, donc on va conclure là-dessus et pas être trop long pour vous laisser parler. Mais voilà, il faut avoir en vue tout le funnel. Il ne faut pas s'arrêter juste à l'activation, même si ça marche. Et quand on teste une activation, anticiper ce qui va se passer derrière pour être sûr que ce soit pérenne. Les mots-clés sont là, on les a prononcés de nombreuses fois pendant cette séance. Retenez-les et n'hésitez pas à aller chercher sur Google, notamment les outils ou les méthodos, à parler autour de vous, vous entourer pourquoi pas d'agences qui peuvent vous aider là-dessus. Et il y a quelque chose de très important aussi en tant que dirigeant, je pense qu'il faut aussi avoir, quand on dit une proposition de valeur, bah oui, si on a une proposition de valeur qui est clairement énoncée, c'est plus facile de vendre. Mais souvent, ce qui est important, c'est de ne pas avoir que ça en frontline. Ce qui est bien, c'est de véhiculer en interne dans sa société que les gens qui travaillent sur le produit, ils soient exactement alignés sur cette proposition de valeur. Donc de bien aligner les équipes, pour avoir travaillé avec pas mal de dirigeants, on voit que ce qui marche, parfois on a une très belle proposition de valeur, on active pas mal, mais ça ne délivre pas suffisamment derrière parce que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe en frontline. Oui. Et ça, c'est extrêmement important dans une société, ne jamais l'oublier. Il faut qu'elle soit validée absolument par tout le monde. Même votre CTO, s'il ne connaît rien en marketing, ce n'est pas un product guy ou quoi que ce soit, il doit quand même avoir une certaine affinité et il doit avoir accepté et épousé la proposition de valeur. C'est la base, parce que quand il va délivrer ses lignes de code, il faut que ça vienne en conformité avec ce qu'on a promis à l'utilisateur de l'autre côté de la barrière. C'est très très important. N'oubliez pas que la startup, ça repose sur 3 piliers, votre équipe, votre produit, votre marché. S'il y en a un des 3 qui manque ou qui commence à s'effriter, vous pouvez commencer à vous faire du souci pour l'avenir de votre startup, clairement, malheureusement. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Ne perdez pas de vue vos objectifs, voyez loin et soyez suffisamment agile dans votre exécution pour activer vos clients. Si vous avez des questions, c'est maintenant. J'imagine. Le franc-comtois est timide apparemment. Oui, oui aussi. Donc voilà, j'avais juste 2 questions parce que par rapport à ce qu'on a déjà éprouvé. Il y a la notion pour activer quelqu'un d'utiliser un formulaire sur un site internet. Oui. Et moi, à titre personnel, ça me saoule de remplir des formulaires. Surtout qu'on a l'impression de faire de la saisie informatique à la place des gens dont c'est le métier. Oui. Donc du coup, on a basculé sur un mode où on a simplement un bouton « Écrivez-nous » pour nous décrire votre projet. Donc évidemment, derrière, ça oblige une personne à répondre par mail. Mais il y a un gros avantage, c'est qu'on récupère systématiquement finalement la signature des gens, la signature professionnelle, parce qu'on est dans le B2B. Et donc on a finalement la fonction de la personne, son adresse, son téléphone. Donc après, on peut choisir en fonction de ce qu'il demande, soit de le rappeler, soit de lui répondre simplement à son mail. Et du coup, ça fait vraiment raccourcir ce temps où la personne se dit, voilà, je veux accéder à la version de démo. Finalement, je clique là, hop, ça m'ouvre un mail, et puis voilà. Donc, je ne connais pas les défauts de cette technique-là, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Non, il n'y a pas de défaut. Enfin, si vous mesurez les résultats de cette technique-là et qui sont bons, qui sont en corrélation avec vos objectifs, ça ira. Après, ce que je vois, c'est que c'est vrai, les formulaires, ils ont tendance à être très longs, très fastidieux, avec des drop-downs où il y a 25 000 options, on ne trouve jamais la sienne, enfin, c'est très compliqué.
Quoique aujourd'hui, maintenant, on a des très bons services, je pense à Typeform, moi, c'est une de mes boîtes préférées, qui ont un peu redéfini les contours de ce que doit être un formulaire. Après, si la personne crée un très mauvais formulaire en amont, c'est-à-dire qu'elle va vous poser 10 questions, alors qu'en uniquement 2 questions, elle en serait déjà suffisamment pour pouvoir activer son lead, là, c'est vrai que ça pose problème en termes d'activation. Là, votre action que vous décrivez, vous cliquez, il y a une seule chose à faire, c'est envoyer un mail. C'est vrai que vous, de votre côté, vous récupérez assez d'informations qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur qui vous adressez, la position. Oui, on a une meilleure intimité parce que finalement les gens racontent pourquoi ils nous contactent, pourquoi ils ont besoin d'une version de test. Donc ça permet, comme on a un marché très divers, ça permet de bien cibler et de paramétrer la plateforme de test en fonction de leurs attentes. Absolument, et c'est très facile de s'identifier aussi à un mail. Un formulaire, c'est quelque chose qu'on va remplir. C'est pas naturel d'aller remplir un formulaire. C'est pas intime. Comment ? C'est pas intime. Exactement. Alors que recevoir et envoyer des emails, ça paraît quand même beaucoup plus approprié au B2B. Clairement, pour le B2B, c'est un petit peu particulier. Alors après, ça dépend du niveau d'affaires attendu par client. Si on est sur un client clé, un key account, et qu'une fois qu'on l'a activé, ça crache, nécessairement, on met du support avant-vente, on met de l'humain. Justement, ça permet de faire la différence pour nous entre un lycée qui a besoin d'un outil pour une personne qui va juste gérer son stock de produits chimiques et un responsable HSE d'un grand compte. Voilà. Donc, si vous avez une fragmentation en termes de taille de client ou d'offres, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir d'ailleurs, ça, dans la stratégie ou dans le business model ou même dans la chaîne de valeur, parce que les outils qu'on va utiliser ne sont pas forcément les mêmes. Si on va parler à un client ou une boîte de 3 personnes ou un individu ou à un grand compte où on va déployer la solution en SaaS avec des millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel derrière. Donc c'est pas les mêmes. Je ne vais pas poser ma deuxième question pour ne pas monopoliser la parole, parce qu'il y a une personne qui voulait... Je voulais juste apporter une précision sur le côté, vous disiez, j'ai l'adresse mail, donc je sais maintenant si c'est un IC ou quoi que ce soit. Vous savez qu'il y a des tools gratuits, notamment des extensions Chrome ou ce genre de choses, qui vous permettent déjà de découvrir ce genre d'informations. Si c'est vraiment une information qui est importante pour votre business, pensez à un outil, je pense directement à Hunter, qui s'appelait avant Email Hunter. Vous tapez une adresse mail, vous tapez même pas une adresse mail, vous tapez un nom de domaine, donc le nom de domaine de votre client, et vous allez avoir une liste en fait d'adresses email qui vont popper. Et maintenant, ils ont rajouté en face de chaque email si la personne est dirigeante, si la personne est salariée, ce genre de choses, quoi que ce soit. Il y avait un outil absolument formidable et que LinkedIn s'est empressé de racheter il y a quelques années qui s'appelait Rapportive, qui avait complètement cassé LinkedIn. En gros, c'était un scraper de pages. Donc, vous faisiez une recherche sur LinkedIn et Rapportive, en fait, vous passiez votre souris sur, par exemple, Julien Venturini et je voyais son adresse mail, je voyais tous les profils sociaux qu'il pouvait avoir. Donc son alias sur Facebook, sur Twitter, ce genre de choses. Et ça permettait de faire une fiche client en un seul clic et c'était parfaitement gratuit. Au bout de 6-8 mois, LinkedIn a racheté ça pour 70 millions et a tué le produit pour ne pas tuer son business. Mais ça, il y a des produits comme ça, des petites extensions qui existent encore et qui marchent très bien. Hunter en fait partie. Bonjour Nicolas, donc, j'ai une société qui adresse une population entre le B2B et le B2C, c'est des cadres en reconversion qui sont dans le métier du conseil, donc c'est des individus qui payent avec du pro finalement, donc c'est du B2B, c'est un peu entre les deux. Et on est confronté maintenant sur la partie BizDev à une problématique itérative, et c'est de dire qu'il y a 2 leviers d'itération. Tu as un levier d'itération sur les canaux d'acquisition, et ensuite sur tes techniques d'acquisition au sein de ce canal. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur 1, 2, max 3 canaux et être très très bon dedans et justement pour innover au sein de ces canaux, ou est-ce qu'il vaut mieux ratisser, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, est-ce qu'il vaut mieux ratisser ultra large et finalement perdre beaucoup plus de temps, sachant qu'il y a des histoires de trésor. Enfin, il y a toute la logique, je pense que tu as compris la question. Le mot-clé, je pense que c'est le temps et c'est ton go-to-market en fait. C'est les choix initiaux, même si tous ces marchés sont potentiellement très attractifs, c'est à date, à T0, comment tu t'organises. C'est peut-être pas forcément le marché le plus volumineux que tu vas adresser en premier. Ça peut paraître contradictoire parce que tes ressources sont limitées, parce que ton temps est limité, et puis que un marché peut-être moins attractif sur le papier en termes de volume in fine va te permettre de te payer un peu ta R&D, de t'installer et d'aller accéder à tes marchés avec peut-être d'autres outils pour le coup pour être sur tes marchés de volume.
Oui, il faut réfléchir qu'en temps, très clairement. C'est vraiment la ressource la plus rare pour un entrepreneur. Si tu perds ton temps, si tu as l'impression de perdre ton temps à ratisser large, comme tu dis, c'est que tu es sur la mauvaise piste. Il ne faut pas perdre son temps, justement. Il faut vraiment faire un maximum pour en gagner à chacune des étapes et pour pouvoir itérer, parce que l'itération demande du temps. Ça ne demande pas forcément de l'argent. Ça peut être une itération purement intellectuelle, brainstormer dans son équipe et se dire, tiens, on pourrait tester cette nouvelle hypothèse à laquelle on n'avait pas pensé. On la code, on l'implémente, ce qu'on veut, et c'est parti. Mais le temps, ça restera toujours la valeur, la ressource la plus rare pour tous les entrepreneurs, quelle que soit l'entreprise B2B, B2C, on s'en fiche complètement. Et limite, l'argent, votre cash flow va vous acheter du temps, va vous permettre d'avoir du temps. Mais jamais l'inverse. Le temps ne vous rapportera pas forcément de l'argent. Pensez-y. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Non. Tout le monde est à l'aise avec l'activation, c'est bon? Oui. Sur la gestion des données, la RGPD, là, tout ça, c'est réglé. Enfin, tout ce qui tourne autour des sujets de confidentialité. L'écosystème en est où là-dessus? Est-ce que tous les opérateurs ont mis en place toutes les validations pour récupérer les infos dans un cadre légal? Enfin, j'imagine. J'en sais rien. Non, mais je le dis très, très simplement. J'en sais rien et je pense que early stage, c'est pas un truc sur lequel les entrepreneurs doivent perdre leur temps à penser. Le côté légal, on voit ça un peu à la fin. Si on est incapable de faire une bonne acquisition et une activation, eh ben on quitte l'entreprise, on passe à autre chose. Donc on verra le côté légal. Enfin, moi, personnellement, chez Peter, j'utilisais tout le service cloud de Amazon Web Services. Je me dis que si j'utilise ce service-là et qui n'est pas conforme à la loi, quasiment 80% des boîtes dans le monde sont dans la parfaite illégalité et ça a l'air de déranger personne. Après, il faut pas s'amuser, je pense, à héberger de la donnée un peu homemade sur son petit serveur coincé dans le salon. Il faut faire confiance à des services qui sont finalement très peu onéreux. Google Cloud, aujourd'hui, ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas la facture la plus importante dans les coûts de fonctionnement d'une entreprise. Mais je pense que le côté légal, départ, on s'en fiche un peu, quoi. Et après, on verra, on affinera, on ficelera tout ça très bien. Dès qu'on aura trouvé à qui vendre du produit, à qui vendre du service, là, on commencera à réfléchir aux conditions générales de vente et toutes les problématiques légales qui s'en suivent. C'est exactement ça. En fait, surtout en phase initiale, c'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne crée pas trop on n'attire pas forcément les foudres. Les gens ne s'intéressent pas forcément à nous sur ces aspects-là. Après, effectivement, rapidement, les instances peuvent nous tomber dessus si on commence à monétiser des datas qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser. Donc là, il faut être prudent. Mais moi, pour l'avoir vu, on l'a vu, toutes les newsletters qu'on reçoit là, depuis l'année dernière, on a tous reçu des mails qui nous informaient. Donc ils ont, pour la majorité d'entre eux, même pour des boîtes relativement modestes, ils ont fait leur boulot qu'on leur a demandé de faire pour dire bon, tu es bien d'accord que je continue à t'envoyer des informations, etc. Voire à utiliser tes données de telle façon, appartement. Et puis les instances sont assez attentives que cette donnée qu'on récupère auprès de l'utilisateur ou du client, il faut toujours, et ça de toute façon c'est assez vertueux parce que finalement, si on va récupérer une donnée pour le satisfaire, donc ça veut dire si je le satisfais, ça veut dire que mon produit est meilleur, donc je vais mieux vendre. Donc finalement, tout ça, c'est pareil. Donc si je dis, le nom m'échappe maintenant de cette instance française qui gère les données, la CNIL. Si je dis à la CNIL, c'est dans l'intérêt de mon client que je récupère cette donnée, parce qu'il va mieux travailler, ça ne change pas le prix, etc. En principe, la CNIL, ça passe. Si je ne la revends pas à un tiers, etc. Donc finalement, si on s'organise bien, c'est assez vertueux. D'autres questions? Bon, on peut dire que pour aujourd'hui, c'est bon. Voilà, je crois que vous pouvez les applaudir de nouveau. Merci Jérémy, merci Julien pour votre prestation. Merci à vous tous. Bon, alors, avant de partir, on va faire revenir la promotion Objectif Client. Il y a Visiperf qui est arrivé, donc voilà, on voulait aussi vous le présenter. Donc je demanderai à la promotion Granvel, voilà, de pouvoir revenir sur la scène. En même temps, j'en profiterai pour demander aussi à Éric Martin et puis à Philippe Marmier de monter en même temps avec nous. Et puis l'équipe Village, comme ça on pourra faire aussi une belle photo. Donc n'hésitez pas, venez la promotion Granvel. Voilà.
J'en profite aussi pour vous dire que on vient de signer un partenariat, donc on a reçu les conventions signées aujourd'hui avec School Lab. Donc c'est vraiment une chance unique. School Lab nous fait l'honneur de venir en Franche-Comté et c'est pas pour rien, c'est parce que ce qu'on réalise aussi nous au sein du village les intéresse particulièrement. Je vais laisser la parole à Damien pour nous parler un petit peu de School Lab. Ce que je peux déjà vous dire en fait, c'est que on annonce aujourd'hui le partenariat, mais qu'on va en fait organiser un événement dédié avec eux qui pourront aussi vous présenter ce qu'ils font et ce qu'ils feront demain avec nous au village Baïséa. Oui, je laisse la parole à Damien pour présenter School Lab. Vas-y. Oui, justement, j'essayais de projeter le slide qui faisait apparaître School Lab. School Lab, c'est l'un des très très gros faiseurs dans l'accompagnement de start-up. Julien travaillait avec Nouma, tu l'as pas dit, mais Jérémy est passé dans The Family. Ça fait partie des acteurs que nous, on a dans la ligne de mire, qu'on aime beaucoup, dont on essaye d'apprendre pas mal. Et l'un, dans cette sphère-là, le troisième acteur, c'est School Lab. Et finalement, quand on a cette vocation de travailler les éléments de start-up en Franche-Comté, on est confronté à deux limites. La première, c'est de dire soit je déménage, soit je restreins un peu mes ambitions, parce que d'une certaine manière, je suis condamné par la zone géographique. Et ça, cette assertion, elle nous est complètement insupportable. Et on a souhaité faire deux choses. C'est la première, c'est finalement cette promotion objectif client, et c'est cette démarche derrière qui est de dire, eh bien, on va essayer de vous connecter avec l'ensemble du réseau et du portefeuille client France pour pouvoir massivement adresser et saturer vos capacités commerciales et vous donner des chances de croissance, première chose. La deuxième chose, c'était d'aller chercher le meilleur de l'innovation, le meilleur des réseaux, un point d'entrée comme ça. Et c'est ce message qu'on a porté auprès de School Lab et ils ont bien voulu être sensibles à notre démarche et on signe à Besançon, il n'y a pas d'autre équivalent en province, un partenariat avec cet acteur-là qui nous permet beaucoup de choses, c'est-à-dire finalement ce contenu qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, de le vivre au quotidien avec des gens dont c'est la pratique, qui ont une courbe d'expérience extrêmement forte, et puis finalement la porter et vous l'adresser à vous et aux autres startups avec qui on interagit. Et puis d'avoir un accès direct avec un certain nombre de mentors et d'entrepreneurs qui du coup soit sont morts en fait d'avoir testé et manqué, et donc un retour d'expérience très fort à donner à ça, et pour d'autres on réussit tout ça. Donc voilà, donc on est extrêmement fiers de pouvoir vous annoncer cette nouvelle-là, et on espère que ce sera l'un des points d'entrée et l'une des étapes, parce qu'on en a plein d'autres en tête, qui permettront d'être cet acteur très fort en Franche-Comté avec une ambition qui dépasse largement le cadre de la Franche-Comté. Voilà. Très bien. On va peut-être donner la parole à Visiperf, du coup, qui avait... Bonjour à tous, donc Monsieur Madjou Anthony, société Visiperf. Nous sommes régie locale Google basée à Montbéliard, donc spécialisée en référencement sur Internet, tout ce qui est Google Ads et Facebook Ads notamment. Depuis quelques mois, nous sommes devenus un acteur technologique majeur en France et en Europe dans la transition du marketing digital des points de vente, réseau, franchise. Nous intervenons surtout sur deux leviers. Le premier est de renforcer les forces commerciales de grands groupes comme Mediapost, La Poste, qui sont aujourd'hui partenaires, pour leur permettre de vendre des solutions digitales à tous leurs clients en France, et de contacter également directement les grosses marques, type Coca-Cola, Carglass, la Maison des Travaux, au niveau de leur franchise, de leur réseau, pour digitaliser un petit peu d'un point de vue local chaque franchise en France, via des outils et des solutions que nous avons mis en place pour faciliter les accès et la communication digitale pour tous ces petits points de vente. Merci, on peut les applaudir. Donc pour un mot de conclusion, je vais passer la parole à Éric Martin, DGA du Crédit Agricole Franche-Comté. Oui, bonjour à tous. Écoutez, on va conclure très rapidement puisque le timing est épuisé. Je dirais bon courage et puis bon développement à cette nouvelle promotion, à cette première promotion d'ailleurs. Et donc vous allez servir à expérimenter. Donc vos retours seront importants aussi sur la qualité de ce qui est fait et puis les enseignements, les avantages, tout ce que vous avez pu en tirer. Donc voilà.
Concernant nos deux intervenants, Julien et Jérémy, merci beaucoup à vous. Je crois que vous nous avez sensibilisés tous sur cette notion de l'activation. Et c'est vrai que c'est un enjeu pour les startups, mais je peux vous dire que pour les entreprises installées, comme le Crédit Agricole ou comme d'autres, c'est un vrai challenge aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément les parties les plus sexy, entre guillemets, parce que ça peut être un petit peu contraignant, ça peut être un peu fastidieux, mais c'est effectivement un élément essentiel de l'efficience du modèle et du tunnel de transformation. Donc merci beaucoup à vous. Je crois qu'on a tous beaucoup apprécié votre présentation. Et puis pour tous, je tiens à dire que toutes ces présentations, toutes ces manifestations, Start Meetup, et puis les programmes que l'on peut créer, eh bien, on le fait grâce aux partenaires qui sont à nos côtés, que vous voyez ici. Donc le pôle des microtechniques qui a cofondé le village de l'innovation avec nous, et l'ensemble des partenaires que vous voyez s'afficher. Et puis pour dire que toute cette ambition portée par le Crédit Agricole, c'est de favoriser l'émergence de start-up, l'accélération de leurs start-up, comme Damien l'a dit, qu'elles trouvent en local les moyens de se développer le plus rapidement possible sans avoir besoin de s'expatrier et d'aller ailleurs. Et puis par la vitalité qu'elles amènent, aussi permettre la transformation des entreprises de Franche-Comté. Voilà, merci à tous. Un dernier merci pour l'équipe du village qui anime et prépare ces sessions. Donc il y a Thomas, il y a Damien, mais il y a aussi Stéphanie, il y a Thierry et beaucoup d'autres qui apportent aussi leur contribution pour faire de toute cette initiative un succès. Et puis très bonne journée à vous. Merci. Donc le prochain Start Meetup, donc rendez-vous le 7 mars, où on aura donc notre module 3 de Start Meetup qui sera dédié à la rétention, voilà, donc le cycle du funnel ARRR. Les rendez-vous cet après-midi vont se poursuivre puisque en fait nos intervenants vont rencontrer en face à face les start-upers du village qui ont souhaité prendre rendez-vous avec vous. Et puis on va pour les équipes du village, objectif client, les start-up du village poursuivre aussi autour d'un déjeuner. Donc les partenaires, la caisse locale de Marnay qui nous est aussi l'honneur de sa présence sur la place du village. Donc je leur donne rendez-vous tout de suite. Et puis on va prendre peut-être une photo aussi, voilà, avec cette promotion Granvel à laquelle on souhaite vraiment bonne chance et bonne réussite dans les 6 prochains mois au village.